à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau du dimanche soir avec ce soir mes camarades Aram Falchoun. Bonsoir Aram. Bonsoir Alioune. Professeur Ibrahima Silla. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Alioune. Tout à l'heure, en deuxième partie, nous allons recevoir Madame Nafi Gueye de l'association J'existe. Mais tout de suite, nous allons accueillir un enseignant-chercheur en modélisation mathématique et système d'information à l'université Gaston Berger de Saint-Louis et dirige le groupe de recherche Baj Ordo sur le patrimoine intellectuel africain. Il vient de publier l'ouvrage intitulé Pendassar de Ngaoulé. Nous avons le plaisir d'accueillir M. Mamadou Yourissal. Bonsoir. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. C'est moi. Comme je viens de dire, vous avez publié au niveau de votre centre de recherche qui s'appelle, est-ce que j'ai bien prononcé, Baj Ordo? Baj Ordo, oui, c'est ça. Baj Ordo. Qui signifie? C'est la deuxième lettre de l'alphabet arabe. Mais Ba, c'est le Ba de l'arabe. Jordo, c'est le Pulaar ou bien le Wolof. Jordo. C'est isolé. Le Ba isolé, le Ba sèche. Le Ba à la fin du mot. C'est vrai que nous aussi... C'est la lettre que vous voyez là. Oui, je vois, oui, c'est vrai. Baj Ordo. C'est vrai que nous aussi, quand on était jeunes, les oustaz nous disaient comme ça, Alif Jordo, Alif Jordo. Oui, c'est la première lettre qu'on écrit sur la tablette de l'apprenant, avant qu'il ne commence Ba, Sin, Mimara. C'est Ba Jordo qu'on écrit sur au bout, au-dessus de tout. C'est la tradition de l'école classique. C'est vrai. Donc l'ouvrage s'appelle Pendassar de Ngaoulé, la princesse du monde des eaux. Moi j'avoue que je la découvre. Hein. Moi, je ne connaissais pas Pendassar. Et apparemment, c'est une dame qui est assez connue. Moi je la découvre. Vraiment, je n'ai jamais entendu parler de son histoire, la princesse des eaux. Donc c'est un ouvrage, on peut dire un ouvrage collectif que vous avez dirigé avec le regretté Ibrahima Sow, qui a fait la première partie, ainsi que Boubou Mbodj, qui a fait la deuxième partie. Vous avez voulu un peu nous montrer l'histoire un peu des Soulbabé, l'histoire des Tchoubalo, des gens du fleuve, à travers deux récits, deux écrits, celui d'Ibrahima Sow et celui de Boubou Mbodj. C'est un peu ça? C'est ça, effectivement. Je voudrais vraiment saluer l'ensemble des téléspectateurs de dimanche soir. Cette émission bien regardée par les universitaires. Une émission d'échange sur livres, les arts et lettres, disons. La troisième partie, je n'arrive pas à le qualifier, mais une partie de la société civile, certainement. Mais les deux parties, c'est la partie des arts et lettres, certainement. Et ça fait plaisir quand même d'échanger avec vous. Et en face de moi, mon collègue Ibrahima et Sokhna Aram. Effectivement, peut-être vous êtes loin des pêcheurs. Même si vous avez grandi à Dakar, Ouakam ou Anne, tous les pêcheurs connaissent Pendassar, tous les pêcheurs. Et bizarrement, ma mère est lébou, donc et je n'ai jamais entendu parler de ça. Vous avez grandi à côté de votre grand-mère ou bien non, pas vraiment, pas vraiment. Pendassar est connu par tous les pêcheurs, du Niger, du Mali jusqu'au Sénégal. Ça, on a fait des enquêtes et puis ça c'est vérifié. Même la génération actuelle, parce que aussi, elle est dans la vie quotidienne des pêcheurs. Elle est présente dans la vie quotidienne. Ce n'est pas dans la mémoire collective ou bien dans l'imaginaire, mais dans la vie de tous les jours des pêcheurs, Pendassar est présente. À travers des mythes, à travers quoi exactement? Là, c'est une réalité, parce que tout le temps, on mange du poisson. Il y a des arêtes de poisson qui nous posent des problèmes. Et là, c'est Pendassar qui est invoqué tout le temps, partout. Mais c'est ça que j'ai appris. Et même Ibrahima m'a confirmé ça. Et que, parce que moi, je me rappelle que parfois j'avais ça, des arêtes coincées. Mais à aucun moment, on m'a dit qu'il fallait invoquer Pendassar pour enlever ça. C'est ça qui me paraît bizarre un peu. Mais ça, c'est connu. Vous connaissez Mbaye Ndiaye Golbé pour les fractures au castor? Non, je ne connais pas. Ah non, donc, allez, vous avez grandi où? Ça, c'est ma question. Parce que on en a parlé du Pendassar, moi j'en ai entendu parler. Une arête de poisson sur la gorge coincée, on vous dit Pendassar de Ngaoulé, Mbaye Ndiaye Golbé qui est à Dakar, les fractures, vous avez des fractures, il était étonné de savoir que même les rages dedans, jamais entendu. Quand on était jeune, et c'est là on commence à dire il y a quelque chose de mystérieux ou pas de mystérieux, quelque chose qui dépasse la rationalité scientifique. Bien sûr, oui. Ça existe. Tout ce qui était fracture, entorse, c'était Mbaye Ndiaye Golbé. Mais au niveau aussi de toutes les grandes familles, quand il y a arête de poisson,
on invoque Penda Sarr. Parce que quand vous parlez de Ndiaye Golbert, lui, c'est un contemporain, alors que Penda Sarr, ça date de vraiment... Elle est contemporaine de Cheikh Oumar. Oui, c'est ça qui est un peu étonnant. C'est ça notre questionnement principal à l'UNO. C'est de dire que pourquoi elle est restée dans la mémoire collective. Elle est contemporaine de Cheikh Oumar, vous l'avez bien dit. Elle est femme. Et puis, elle est alignée au niveau des saints. Pas des femmes qui ont une influence politique, c'est ça. Pas des résistantes. Ce sont les femmes qu'on connaît, pas des résistantes, mais qui ont des reines, des lingères, je dis des Djeofouta, Ao, et ainsi de suite. Ce sont des titres, mais politiques. Même Aline Sitoé, c'est une résistante. Donc, toutes ces femmes-là, vraiment, ont une influence, mais c'est dans le domaine politique. Mais elle, c'est dans le domaine spirituel. Donc, elle est à la lignée des marabouts, des waliyous, comme on dit. C'est ça qui nous a un peu étonnés. Pourquoi? Et elle est seule. Jusqu'ici, elle est seule. On parle aussi de la mère de nos grands marabouts, mais ça, c'est autre chose. Mais elle, c'est de ses faits personnels. Absolument. Et elle est restée dans la mémoire collective et parfois même dans l'imaginaire parce qu'elle est confondue avec les divinités aquatiques et côtières. Mam Koumba Bang, Mam Koumba Lambay, Lek Daour Mbaye, Mbossé. Les pêcheurs ont des divinités. Parce que là, à travers les deux écrits, on a voulu faire la part des choses. C'est-à-dire entre ce qui est imaginaire, ce qui est peut-être du ressort du mythe et ce qui est réel. Moi, quand je me suis posé la question, c'est quand on me dit qu'il y a une Penda Sarr qui est du domaine, par exemple, de la divinité, comme lorsqu'on parle de Koumabang, et il y a une Penda Sarr, et que maintenant on nous parle d'une Penda Sarr qui a vécu, et là on se pose des questions. Est-ce qu'il n'y a pas trop d'amalgame? Quelle est la Penda Sarr qui a précédé l'autre? Est-ce qu'on l'a dénommée Penda Sarr du nom de la divinité? Oui, mais on dit que... Est-ce qu'elle est réelle? C'est-à-dire que moi, même en lisant le livre, jusqu'à présent, je me pose la question, parce qu'on nous a parlé un peu de Brière de Lille, qui a fait, le gouverneur Brière de Lille, qui a fait une médiation entre elle et des pêcheurs. Mais comme c'est pas, on n'a pas vraiment de sources, on ne nous a pas d'archives, de textes, on se pose la question, est-ce que cette Penda Sarr a vraiment existé? Oui, c'est vraiment la raison d'être de ce livre-là. Parce qu'il y a un mémoire de Boubou Mbodj. Absolument. De la FASTEF. C'est son mémoire de sortie de formation, le KS. Le titre était Penda Sarr, mythe ou réalité. Et Boubou savait que Penda Sarr est une réalité, mais enveloppée de trop de mythes. Donc elle voulait essayer quand même de démêler les deux, ce qu'il a essayé de faire. Effectivement, Penda Sarr est une réalité, mais entourée de beaucoup de mythes. C'est une réalité, on connaît son lieu de naissance, ses enfants, donc sa descendance, tout son père, c'est surtout son père. Maintenant, on essaie d'expliquer pourquoi tout ce mythe autour de Penda Sarr. Pourquoi pas son père? Pourquoi pas ses sœurs? Parce qu'elle est d'une fratrie de 10, avec 3 filles et 7 garçons. Mais c'est elle qui émerge, même parfois au-dessus de son père, qui était vraiment un érudit, connu aussi, compagnon d'Abou Kadr Khan, parce que c'est lui qui s'accusait les traversées. Elle a hérité cette fonction-là, mais c'est elle qui est plus célèbre. Pourquoi? C'était ça notre questionnement. On a essayé de répondre à ces questions-là, mais c'est une réalité, c'est réel. Mais quand même, elle pouvait disparaître dans la mémoire, mais elle est restée dans la mémoire collective. Avant de revenir un peu sur elle, quand on voit un peu l'environnement, surtout dans le texte du professeur Sow, lorsqu'on voit l'environnement des pêcheurs des Tchoubalo, moi j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Parce que je pensais que la pêche, même si elle n'est pas facile, je pensais que c'était quelque chose de plus paisible que la chasse. On pense que la pêche, voilà, c'est assez paisible. Bon, on prend des poissons, les poissons vraiment ne font pas de mal. Mais là, on voit que les pêcheurs sont aussi armés, je dirais, que les chasseurs. Parce que les chasseurs, on connaît un peu les confréries de chasseurs qui sont des mystiques. Voilà, parce que c'est pas facile d'aller la nuit parfois chasser des lions, chasser des choses comme ça. Mais nous, on voit que vraiment l'environnement marin est aussi parfois dangereux que l'environnement des forêts ou des savanes, parce qu'il y a les crocodiles, les caïmans, il y a les hippopotames. Et le pêcheur est armé vraiment de beaucoup de mysticisme en allant en mer. Effectivement, pour être pêcheur, il faut être doté de beaucoup de savoir. En fait, la chasse, le monde est mystérieux, mais pas aussi mystérieux que le monde marin. Donc ça, c'est vrai. C'est ça aussi. Donc il faut quand même s'armer de beaucoup de savoir.
Parce que les êtres du monde marin sont dotés du savoir, comme les êtres humains. Ça aussi, il y a beaucoup de récits comme ça. Ils sont respectés par les êtres humains comme des êtres dotés d'intelligence, doués du savoir aussi, doués d'intelligence et dotés du savoir. Non, mais parce qu'il en a parlé quelque part. Il a dit qu'un peu, qu'il se dit toujours que le sang appelle le sang. Et que parfois, il est dangereux. Ça, je le savais du côté des chasseurs. Parce que là, il y a le sang. Mais pêcheur, quand je vais prendre du poisson, mais je ne verse pas forcément de sang. Il y a le sang, il y a beaucoup plus de sang. Tuer, c'est ça. C'est tuer, c'est donner la mort. Le poisson, on le tue et puis on le mange après. C'est ça, en fait. Ôter la vie à un être, quel que soit l'être. S'il y a du sang, il n'y a pas de sang, on ne le voit pas. Mais quand même, on a ôté la vie. C'est ça qui a des conséquences. C'est ça qu'on appelle le sang. Pas forcément le sang de l'animal qu'on voit, mais aussi ôter la vie à un poisson. Donc, il y a quand même, il y a des choses. Les poissons sont et des connaissances mystiques. Donc, il y a un dialogue. Et ça, Omar Djibindiaï, qui a sorti un livre sur le Pécan, le dit très bien. C'est Ségou Bali, qui voulait se marier, et la fille lui a demandé une dot d'avoir un caïman, mais le caïman s'est réveillé en allant voir, en lui disant, faites attention, moi quand même, faire face à moi, il y a des dangers. N'obéis pas à ta fiancée. Donc, reste calme, essaye de trouver une dot qui soit convenable, mais pas quand même moi. Et la femme savait quand même, il fallait qu'il montre la bravoure de son fiancé. Absolument. Et c'est ça, donc ce sont des êtres, non seulement doués d'intelligence, mais du savoir, comme les êtres humains. Donc il faut les respecter comme tels. Et le pêcheur les respectait comme tels. Et savait qu'ils sont dotés du savoir. Donc avant d'affronter ces poissons-là, caïmans ou hippopotames ou n'importe quelle pêche, il faut se préparer mystiquement et savoir qu'aussi, de l'autre côté, on se prépare aussi mystiquement pour ne pas être capturé. Donc un poisson a du savoir qu'il faut respecter comme le savoir humain. Ce monde-là, ce n'est pas le monde des pêcheurs. Là, effectivement, il y a le danger, il y a le mystère, mais pas aussi mystérieux que le monde parce que c'est vrai que non seulement il y a les animaux, parce qu'on a vu, il y a une période où il y avait un hippopotame qui créait vraiment la terreur. Effectivement. Qui semait la terreur au niveau de Kédougou, je pense. Donc, effectivement. Là, on l'a vu, ça ne date pas de longtemps. Exactement. Donc, parfois, ça arrive. Mais il y a aussi les êtres, les djinns, les êtres voilà, qu'on ne voit pas et qui sont à l'intérieur des eaux et que parfois on se dit que nous, on entend parler de ça, mais on se dit que ce sont des légendes, des gens qui disparaissent dans l'eau et qui réapparaissent des jours ou bien des mois après. Et c'était le cas de Pendessar aussi. C'est ça la particularité de Pendessar. J'ai évoqué les divinités aquatiques ou bien côtières. On connaît ici à Dakar quand même Mam Koumba Lambaye, à Rufisque, Mam Koumba Bang à Saint-Louis, ainsi de suite. Et Mbossé de Kaolak, le Daour ici, on les connaît. Mais ce n'est pas des êtres humains, ce sont des djinns. C'est dans le monde des djinns. C'est ça aussi. Parfois aussi, en glissant dans l'imaginaire, on confond Pendessar avec ces êtres-là. Parce qu'elle a quand même des hauts faits, des faits extraordinaires. Mais elle, quand même, c'est une réalité. Seulement, bon, il y avait des actions extraordinaires qu'elle montrait aux pêcheurs et qui a fait que, parfois, elle est confondue avec ces divinités aquatiques ou bien sa particularité aussi, avant de donner la parole à mes camarades, c'est que, comme vous dites, c'est une femme, bien qu'elle est dans la région du fleuve, et que les Wallo-Wallo, on sait que voilà, c'est pas des femmes comme les autres femmes, parce qu'il y a longtemps eu le matriarcat au niveau du Wallo, et que les femmes du Wallo sont extrêmement puissantes. Mais c'est la fille d'un érudit qui s'appelle Moussa Boukari. Et cet érudit, on voit que il y a des choses que nous, on ne peut pas appréhender lorsqu'on ne connaît pas cet univers. On se dit que vraiment traverser le fleuve, ça peut être quelque chose de facile, de banal. Mais alors qu'il y a des gens qui ont des savoirs spéciaux pour ça, qui sont des passeurs, c'est-à-dire qui vous font passer le fleuve, des cours d'eau, de manière vraiment sécurisée. Si vous ne le faites pas, vous pouvez avoir des problèmes. Alors que nous, on se dit que traverser un cours d'eau, ça va pouvoir être facile. Tous les pasteurs là, qui ont quand même des troupeaux savent qu'on ne peut pas traverser comme ça. C'est ça aussi les chefs militaires, les chefs d'armée. Quand il y a un groupe, on ne peut pas traverser comme ça le fleuve. Il y a des risques, il y a beaucoup de risques. À l'époque, il y avait des caïmans, des hippopotames. Il fallait quelqu'un qui sécurise. C'est un connaisseur du monde des eaux qui vient sécuriser. Or, c'est les familles Sarr qui sécurisent. Effectivement, ce n'est pas forcément les subalternes. Et son père le faisait avec l'Almami. Abdou ne pouvait pas traverser avant d'avoir l'avis de Moussa Boukari. C'est ça qu'il a hérité. Les gens disent qu'il était avec Cheikh Omar
elle était chargée de la logistique. C'est pas ça, mais c'était elle qui sécurisait. Oui, elle fait partie de la famille. Non, parce que ça aussi, c'est extraordinaire. Ça, elle a fait partie du djihad de Cheikh Oumar. Elle sécurisait la traversée des eaux, mais également, elle était l'intendante, comme on a dit. C'est elle bien sûr, oui. Elle connaissait aussi quand même. Elle connaissait les pêcheurs, donc avoir un ravitaillement facilement. Elle était respectée pour ça aussi. Ça a aidé quand même l'armée à avoir tout ce qu'il faut. Arabe, je sais qu'elle a certainement adoré, comme c'est une grande féministe. Oui, j'ai beaucoup aimé cet ouvrage. J'ai particulièrement apprécié la partie sur le fascinant univers des Soubalbé. C'était vraiment un voyage. Il y a une idée que vous avez soulevée légèrement et que j'aurais aimé voir explorer davantage. C'est le fait qu'on est dans une société matrilinéaire de base et que donc ça ne devrait pas être véritablement surprenant qu'une femme puisse être émancipée, puisse être affirmée et et en tout cas avoir la place qu'a eu Penda Sarr dans l'univers des Soubalbé, des pêcheurs, et qu'elle a aujourd'hui dans l'imaginaire collectif. Ce qui est surprenant pour moi, ce serait plutôt le fait qu'elle ait fait l'objet d'une initiation mystique par son père. Est-ce que vous avez eu des éléments dans votre recherche qui peut-être expliquaient pourquoi elle en particulier, au détriment de ses sœurs, au détriment de ses frères, elle a fait l'objet justement d'une transmission, d'un souhait de transmission par son père? Oui, j'accepte avec vous que c'est une société matrilinéaire comme dans le Waalo, au Fouta, mais ce n'est pas au point de faire émerger les femmes. On ne les voit pas. Elles sont derrière les grands hommes, souvent. On les voit derrière. Hein. Les Linguères, tout ça sont derrière. Elles ne sont jamais devant. Elles sont influentes. L'influence de Nibonboj est connue, de Ndafayal est connue. Mais elles ne sont jamais quand même au devant. Il y a toujours soit leur mari ou bien leurs enfants. C'est ça. Mais elle est devant. C'est ça qui est étonnant. Elle est devant dans ce monde vraiment assez phallocrate, comme je le dis, les pêcheurs. Il n'y a jamais de femmes pêcheurs. Elles vendent les captures, mais elles ne participent pas à la pêche. Donc, dominer ces hommes-là et avoir un mot à dire, c'est ça qui est un peu étonnant. On est au 19e siècle. On est au Fouta. On est dans le milieu des pêcheurs. Donc, tout cela réuni et qu'une femme émerge, vous ne le verrez pas. Vous voyez, quand on essaye de parcourir notre monde, les femmes respectées pour elles-mêmes, pas parce qu'elles ont donné naissance à un grand homme, c'est assez rare quoi qu'on dise. On a quand même dans les religions Mariam. Mais c'est la mère aussi de Jésus. Peut-être à l'une l'a lu. Il y a un livre qui est paru, Ibrahim, Les 100. C'est Paul Harsh, un astronome américain. Peut-être vous l'avez lu, un astronome américain qui a essayé de classer les plus influentes. Le premier, c'est Rasulullah. Et vous trouvez une femme qu'en 65e position. C'est Isabelle de Castella. Isabelle la catholique. Oui. C'est elle, parce qu'il y a la découverte de l'Amérique. Même les 100 les plus influents. Vous voyez, c'est l'univers, c'est le monde, l'humanité. Donc c'est rare de voir des femmes aussi influentes. Je dis que Penda Sarr est très présente dans la vie quotidienne des pêcheurs jusqu'ici. Parce que quand on a ces difficultés-là, on invoque son nom comme on invoquerait le nom d'un saint, d'un waliou. Barké Penda Sarr, un nombre impair de foi, vous quand même préserve de beaucoup de dangers, et ainsi de suite. Ou bien vous permet d'enlever une arête de poisson. C'est fort. Vous ne le trouvez pas dans le vie. Hein? C'est vrai. Mais c'est ça. Pourquoi je vous dis ça, c'est qu'on parle de l'univers maritime, aquatique, de la mer, du fleuve, etc., qui reste quand même souvent attaché à des qualificatifs féminins. Et vous le montrez d'ailleurs, je vais vous lire un extrait, page 31, vous dites « Le fleuve est tout à la fois nourricière, généreuse de ses seins, c'est-à-dire de ses dons, et marâtre terrible, prompte à châtier. Avec l'image du fleuve, nous sommes en présence d'un symbole chargé de représentation et de signification souterraine liée au monde des eaux, aux images maternelles chargées d'ambiguïté et d'ambivalence. Donc, on a déjà tous les qualificatifs liés à la femme. Donc, pour l'univers dans lequel on est, qu'une femme soit la figure mystique qu'on invoque, pour moi, ce n'est pas en soi surprenant. Et ce sont des femmes qui ne sont pas des êtres humains, souvent. Comme les sirènes. Ce sont des djinns, ou bien de notre monde. Mais ici, quand même, c'est une femme réelle qui existe. C'est ça qui m'a un peu étonné. Souvent, je dis, hein, toutes les divinités aquatiques, il n'y a que le Daour qui est homme. Il n'y a que le...
il existe justement cette idée que lorsqu'une femme occupe un tel rôle d'un point de vue social et a une certaine puissance, en particulier mystique, ou des connaissances en tout cas inaccessibles aux femmes, c'est nécessairement une sorcière ou un djinn. Elle ne peut pas être humaine. Et je pense que ça, c'est justement ancré dans une forme de sexisme qui fait que... Eh bien, c'est ce qui fait qu'on s'étonne aujourd'hui de voir des femmes avoir ce genre de... Nous sommes d'accord, c'est pour ça qu'on n'a jamais eu, enfin on le dit, on n'a pas assez de prophètes femmes ou bien d'envoyer des dieux femmes. Dans nos religions, souvent, les hommes sont devant, même si les femmes sont quelque part quand même. Mais toujours, ce sont les hommes qui sont devant. Et cela, quand même, est reproché à beaucoup de religions. Ça. Mais toujours, quand même, on dit que les femmes qui émergent comme ça, en dehors de la politique, il y a la spiritualité. Il y a une dimension spirituelle qui est là. Et c'est ça, quand même, qui est fort en moi. Même aujourd'hui, hein, marabout, ce n'est pas féminin, c'est masculin. Dans notre univers réel, actuellement. À part les mères des marabouts, mais on n'a pas une femme quand même qui sort du dos exactement dans ce domaine-là spirituel. Au Sénégal, à ma connaissance, ou bien dans la sous-région. Maintenant, on a parlé sauf les apprentis prophètes. Oui, mais ça, c'est avec maintenant ce qui se fait. Mais en tout cas, Penda est très respectée parce que dans le domaine spirituel, elle a un caractère, mais pas l'influence politique. C'est ça, en tout cas, ce qui m'a étonné, moi. Je sais que c'est assez rare. Sinon, c'est en dehors des êtres humains. Ce sont des djinns ou bien, je ne sais pas quoi exactement. Mais une femme qui existe, qui a des enfants, qui a un mari et tout, et puis après, qui est respectée comme ça, pour sa spiritualité ou bien sa puissance spirituelle, bien ce qu'elle incarne dans ce domaine-là, pour moi, c'est assez étonnant. Je sais pas, peut-être pour vous, c'est pas... Les féministes sont toujours... J'ai une dernière remarque, mais je pense que je vais laisser Ibrahima. Bonjour, chers collègues du salle, je salue donc encore félicitations pour tout ce que vous nous produisez comme ouvrage. On a déjà eu l'ouvrage dans lequel vous parlez des potentialités des diplômés d'Al-Azhar, l'analyse des données au Sénégal. Je pense que vous avez fait aussi jour à... Je l'avais déjà invité pour cet ouvrage. Pour que les gens, parce que il y a pour quelques années, les gens qui ne savent pas. Et c'est ça qui est un peu étonnant, quoi. Quelqu'un qui est plongé dans cet univers, on va dire, très religieux, entre guillemets. Qui a une formation sortie des Dara. Sortie des Dara, mathématicien, informaticien. Comment il arrive encore à nous parler de ce monde mystérieux? Est-ce que c'est une manière de dire que la rationalité scientifique, la démarche cartésienne, la démarche en science qui voudrait qu'on procède selon les principes de rationalité, d'universalité, de causalité, ne sont pas des principes totalement recevables pour celui qui a compris que la science ne s'arrête pas là où commencent les mystères. La science peut-être débute là où commencent les mystères. Il arrive au moment où on est face à quelque chose de mystérieux, la personne, le scientifique, l'intellectuel ne rebrousse pas chemin. Et peut-être qu'il se dit, écoutez, Penda Sarr, on nous dit des choses, il y a la part de la légende, il y a peut-être la part du mythe, des faits extraordinaires, parce que ça, c'est souvent le propre dans nos pays africains, où l'on cherche à rendre quelque chose extraordinaire sans en chercher peut-être les causes, les explications causales qui pourraient nous permettre de mieux appréhender la chose. Alors, comment l'informaticien, mathématicien, très plongé dans cet univers très scientifique, doublé d'un ancrage religieux, arrive à surfer, à naviguer dans ces eaux terribles du mystère, de nos mythes, de nos... Voilà, comment? Je pense qu'Ibrahim, c'est très simple. C'est le profil de tous les arabisants scientifiques. Les arabisants scientifiques, les arabisants qui ont fait la science ailleurs. On a beaucoup d'arabisants qui ne sont pas scientifiques, mais les arabisants qui sont scientifiques ont cette façon de voir les choses. Souvent, tout est mêlé. Religion et des croyances traditionnelles, plus maintenant la science. Hein? Comme le professeur Sankhare, le mathématicien. C'était mon modèle, en fait. Quoi. Il était au Maroc, moi j'étais en Égypte, mais j'entendais son nom. Mais souvent, des explications extraordinaires ne suffisent pas. Nous les connaissons. Nous connaissons assez bien la religion parce que nous avons fait l'école classique, les Dara, comme vous dites. Mais une fois dans le monde des sciences, on se dit, mais dire que Penda Sarr, bon, elle est dotée, je sais pas, de pouvoir extraordinaire. Oui, c'est Dieu qui lui a... Un don divin. Ça ne suffit pas. Don divin, je l'ai dit, ça ne suffit pas. Donc nous, on va aller au-delà de ça. Pourquoi? Est-ce qu'elle l'a hérité de son père? Est-ce que... Mais sinon, on pouvait se suffire à ça en disant que non. Ça, c'est un don divin, comme on le dit ailleurs. Donc, on l'a entendu, hein? Dans la famille, on dit non. Pourquoi elle a émergé plus que son père, plus que ses frères? On nous dit non, tout simplement.
Je l'ai dit, hein, toutes nos enquêtes souvent nous bloquent. Mais nous, on veut aller non, mais parce que les legs, c'est pas, ça se transmet pas comme ça. Hein. Ça veut dire que dans une famille, le père n'a pas le loisir de léguer son savoir à n'importe quel de ses enfants. Non, parfois, il est guidé. En plus, il voit l'enfant tout de suite qui est prédestiné à pouvoir recueillir ce savoir. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle a une parole incantatoire. Elle dit des choses qui se réalisent. Vous racontez dans l'ouvrage qu'à un moment, elle arrive à Gendar ou à Yarar, elle demande sa part, sa portion. Elle raquette un peu les gens. Hein, non, ce n'est pas du raquette. Ah oui, non, mais parce que ça dit, à la fin, on s'est dit, est-ce que ce n'est pas une marraine de mafia? Parce qu'elle vient, elle vous dit que moi, tout ce qui est mer, tout ce qui est eau, fleuve, j'ai une part là-dedans parce que je suis la fille des eaux. Mais on lui dit, mais ici, c'est plus le fleuve, hein, ici, c'est la mer. Elle dit que moi, il n'y a pas de problème entre le fleuve et la mer. Moi, dès que c'est l'eau, vous avez du poisson, je dois avoir ma part. Et quand les pêcheurs refusent, ben, elle leur dit, demain, vous n'aurez pas de poisson. Oui, c'est ça. Mais non, c'est pas, enfin, elle ne raquette pas. Mais seulement, elle n'est pas connue. Elle est atypique, mais elle n'est pas connue. Hein, quand elle débarque au niveau des quais comme ça, elle n'est pas connue. Elle est caractérielle, elle a eu plusieurs maris dans un milieu où vraiment... C'était une manière de marquer son territoire, peut-être de dire son existence, de dire que, écoutez, les gens n'acceptent pas. C'est valable pour les prophètes, c'est valable pour toutes les personnes qui ont de tels pouvoirs. Il faut s'affirmer dans ce monde. Et je pense que c'était un moyen d'affirmation que d'arriver, de réclamer quelque chose. Les gens disent que vous n'avez aucune légitimité à réclamer quoi que ce soit. Et elle, ça lui donnait peut-être l'opportunité de dire, ah, vous allez voir ce que vous allez voir. Je vais vous montrer que j'ai des dons surnaturels, extraordinaires, et que vous devez peut-être vous référer à moi en tant qu'héritière de cette personne-là qui était chargée de la traversée des eaux troubles du fleuve, etc. C'est une manière d'affirmer son identité. Est-ce que c'est ça? Non, non, en fait, il faut imaginer quand même dans nos quais, une femme, au milieu des hommes, venir quand même demander son dû. C'était ça, son dû. Je fais partie de la famille des pêcheurs, j'ai une part de vos captures. Je ne vais pas à la mer, moi. Mais quand vous débarquez, j'ai une part. Absolument. Et jusqu'à maintenant, ça c'est une tradition chez les pêcheurs, jusqu'à maintenant, tous ceux qui sont présents quand on débarque, ils ont leur part. Moi, j'ai vécu à Anne, c'est comme ça, même si vous n'êtes pas pêcheur. Ah bon? La générosité des pêcheurs, c'est comme ça. Maintenant, ça a changé. Mais c'était ça. Mais c'était quand même les filets, les grands filets à l'époque. Quand ils débarquaient, il y avait beaucoup de poissons. Tous ceux qui étaient présents avaient leur part. Pour la maison, c'était pas à vendre. Après, mais on vend. Bien sûr. Mais les voisins, tous là, n'achetaient pas. On ne vendait pas aux voisins. C'est comme ça que Penda Sarr voyait les choses. Elle fait partie de la famille des pêcheurs. Absolument. Donc, quand il y a une capture, elle a sa part. Quant à la notion des héritières, elle n'a pas revendiqué ça. Parce qu'elles étaient 10, paraît-il, parfois les gens disent 12, et 3 filles, enfin, effectivement 3 filles et beaucoup de garçons. Mais ce qu'il y a, c'est que tous avaient des connaissances et étaient alphabétisés. C'est elle seule qui n'était pas alphabétisée. Moi, j'avais compris le contraire. Je pensais que sur 12 enfants, il y avait 3 garçons et tout le reste, c'était des filles. Oui, c'est ça. C'est 3 garçons, tout le reste, c'était des filles. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Tout le reste, c'était des filles. Mais seulement, les autres là étaient alphabétisés. Et là, sa sœur, qui est là, elle avait Ndikou, c'est Maïmouna. Mais Ndikou avait beaucoup de connaissances. Elle a vraiment émergé. Mais il y a beaucoup de connaissances dans la famille. Des gens qui connaissaient l'eau. Ses frères et sœurs. Et seulement, elle n'était pas allée à l'école, elle n'était pas alphabétisée comme les autres. Donc, paraît-il, son père, voyant cela, a essayé de lui inculquer, de l'initier directement avec son index. Donc, le pouvoir était au niveau de son index. Les autres, quand même, avaient quand même des formules magiques. Il y avait un livre, hein, son père a laissé un livre, donc les gens apprenaient, ainsi de suite. Elle, c'est assez direct. Mais peut-être, après là, on peut dire qu'elle est héritière, directe. Mais les autres aussi ont appris, ont beaucoup de connaissances. En plus, il y a aussi la rencontre avec le djinn, peut-être. Oui. Parce qu'elle a affronté un djinn à main nue, elle lui a coupé une touffe de cheveux. Et il paraît, vous dites que jusqu'à présent, la famille garde une touffe de cheveux. Oui, parce que c'est un pouvoir pour elle. C'est hérité, hein, comme ça, la descendance partage ça. Mais elle était avec sa grande sœur, Maïmouna, qui était quand même douée de beaucoup de connaissances aussi mystiques. Mais Maïmouna s'était évanouie. Elle connaissait, c'est un djinn. Mais elle est petite fille, très téméraire. Elle n'a pas pris conscience de ce qu'elle a fait. Pourtant, sa grande sœur s'était évanouie. Mais sous la protection de son père aussi, qui était un grand mystique et qui a... Son père, oui, qui paraît-il qui était au courant de tous ces enfaits, mais à distance. La preuve, quand il y a eu la bagarre avec la djinn là, au milieu de je ne sais plus où, son père qui intervient pour venir quand elle a pris les cheveux de ces djinns là, etc. Il vous racontait toute cette histoire-là. Comment son père, de très loin, a pu intervenir. Oui, c'est ça, les communications, même en voulant rentrer du Mali,
parce que son père était vieux quand même, avec sa nostalgie. Et lui aussi, elle aussi, elle voulait rentrer. Paraît-il, il y avait une communication comme ça à distance. Comment elle peut échapper? Parce que l'armée omarienne, il y avait quand même de la surveillance. On ne pouvait pas quand même quitter comme ça, on ne pouvait pas déserter. C'est de la désertion. Ouais, donc finalement, il y avait une communication mystique entre elle et son père. Son père lui indiquait la voie à suivre pour échapper de la surveillance militaire et pouvoir revenir. Donc, ces communications aussi, lorsqu'elle a rencontré les djinns, c'est cette communication mystique. C'est ça aussi le côté mystique, en fait, de Penda Sarr. Elle communiquait beaucoup avec son père. Mais il y a aussi un côté rapport avec la nature. Je pense qu'on n'est plus dans cette époque-là où les êtres, ces personnages-là, étaient en harmonie, étaient à l'écoute de la nature. On a l'impression qu'à l'ère du modernisme, en tant qu'être humain, nous n'avons plus cette capacité-là parce que nous vivons dans des sociétés marquées par le bruit. Aujourd'hui, on goûte aux délices de l'absence de bruit les soirs parce qu'il y a état d'urgence. Mais dans la nature, ces gens-là qui étaient à l'écoute de la nature, qui observaient la nature et qui savaient utiliser toutes ces richesses-là qui sortaient de la nature, on a l'impression que ce temps-là, aujourd'hui, est totalement révolu. Ce que j'ai dit, les êtres quand même sous-marins sont dotés du savoir comme les êtres humains, je le dis. Et Ibrahim, vous savez très bien que... Quand vous l'affirmez comme ça en tant que scientifique... Non, c'est dans le monde des Soubalbés, c'est pas moi je parle. Non, c'est comme ça qu'ils voient les choses. Absolument. Ils dialoguent, il y a des rivalités, de connaissances entre les êtres de l'eau et eux. C'est ça Guelay Alifal, c'est le Pécan, c'est ça. C'est le dialogue entre le caïman et l'être humain, comme ça. Donc chacun essaye d'apprivoiser l'autre et de le dompter. C'est comme ça. Et on l'a vécu à l'une aussi. Les Simbagaïndes ici, les Simbagaïndes, les faux lions. Toujours on montrait que le gars là, il y a quelqu'un qui jappe. Ce qu'on appelle jappe. De jappe, ouais, c'est ça, c'est de savoir. Donc on fait comme ça avec les poissons. Autant ce qui représente le lion sur la terre, c'est le caïman peut-être au niveau des autres. Mais je me demande, est-ce que le lion a ce savoir-là? Ah, mais ça, tous les chasseurs vous diront ça. Voilà, donc c'est ça. Parce que tout ce que moi je vois au niveau des pêcheurs, je le savais déjà au niveau des chasseurs. Mais je n'ai jamais pensé qu'il y avait autant de mysticisme pour les gens qui sont... Pour revenir à ce que disait Ibrahim, c'est effectivement l'équilibre écologique. Moi, je suis étonné que nous, Sal, vous connaissez les varans. On ne touche pas aux varans, on respecte les varans. Et personne ne doit tuer un varan devant un salle. Tous les noms, on dit tel nom, normalement, vous ne touchez pas. Ça, c'est le totem. Oui, mais c'est ça, non, c'est l'équilibre. Il y a des animaux que nous ne devons pas toucher, nous devons protéger. Et ces animaux-là nous protègent. Mais est-ce que ça, je veux dire... Non, c'est nos croyances. C'est des croyances, mais est-ce que vous avez déjà eu des preuves que, par exemple, oui, je ne dois pas toucher ces... Est-ce que ce n'est pas seulement des... Je vous raconte une histoire. La difficulté, c'est d'avoir... Vous avez lu Camaralaï avec le serpent, avec les camarades. Il y a un article, c'était dans Le Soleil, je l'ai lu, je me souviens très bien. Quand on célébrait, c'est un anniversaire de Béthiou, à Hambourg, c'est du festin, il y a beaucoup de viande. Il y a un manding, ils sont comme nous, ils sont parfois, ils vénèrent le varan. Il a trouvé qu'il y avait la viande du varan. Donc les gens quand même mangeaient ça. Il est vite sorti en disant que ça c'est grave quand même. Parce que pour nous, on ne mange pas le varan, on ne tue pas devant nous les salles. Il est rentré. Quelques temps après, le problème de Béthiou, c'est sorti. Il a expliqué pour cela. Et lui, il a dit que c'est parce qu'il doit manger du varan. Tout simplement, parce que c'est les croyances, les explications. On dit rien. Et nous, on n'ose pas, même si je n'y crois pas, je n'ose pas, moi, tuer un varan aujourd'hui. Non, l'Afrique a ses mystères, et souvent, par rapport à ces mystères-là, il ne faut surtout pas commettre l'erreur d'objecter par la rationalité scientifique ou un esprit cartésien. Il y a des choses qui arrivent dans la vie, on n'a pas d'explication. On n'ose même pas essayer de violer. Même lui, il a une anecdote par rapport à l'arrêt de... C'est au moins deux. Déjà, je lui dis que Mbaye Golbey, de notre génération, quand on était petit, qui ne connaît pas Mbaye Golbey. Et j'espère qu'il va figurer parmi ces monographies que vous êtes en train de faire. Je dois connaître. Et c'est hyper important, ces monographies, parce que ça permet de faire connaître ces grands personnages dans notre société. J'espère que je serai peut-être associé un jour pour parler de... Avec plaisir. Parce que c'est hyper important de parler de ces personnages. Pour revenir, je lui dis qu'une fois à Saint-Louis, je raconte l'anecdote. J'ai été dans un restaurant, on peut y croire, on peut ne pas y croire. Cette histoire d'arrêt-là m'est arrivée. J'ai eu une arrête coincée dans la gorge et quelqu'un m'a dit qu'elle a une chance parce qu'aujourd'hui dans le restaurant, il y a quelqu'un de la famille, un descendant. Et la personne, effectivement, je pense que si il pourrait témoigner, il me dit, écoutez, venez. Moi, j'ai avalé du pain, tout ça pour faire passer l'arrêt. Il m'a donné, il a pris un verre d'eau, il a prononcé tout, il m'a regardé fixement. Quelqu'un va dire, mais c'est un hasard, c'est pas possible. Moi, je suis très cartésien d'habitude, je ne crois pas à ces choses-là. C'est des choses qui arrivent à un moment où vous dites que, mais attention, on peut être, être à l'école française occidentale, esprit cartésien, rationalité scientifique, causalité,
tout ce qu'on veut, disserter sur Max Weber et tout ce qu'on veut. Quelquefois, les réalités africaines nous rappellent que nous avons des africaines, il faut dire des réalités, tout court. Mais des réalités, comme en Afrique, j'essaie de contextualiser. Il y a la magie, il y a la sacrée, il y a le sacré. Mais ça existe partout. Il y a plein de choses comme ça. Ça existe dans toutes les cultures. Dans toutes les cultures, il y a des êtres mystérieux, il y a des lutins. Les croyances sont fortes. Il y a des croyances qui sont fortes, il y a de l'inexplicable. Maintenant, bon, il faut essayer de comprendre. Mais aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous sommes, en tout cas, nous avons été invités ou nous sommes plongés dans un modernisme, dans une modernité aujourd'hui qui fait que nous sommes éloignés peut-être de toutes ces... Alors, de tout ce cadre qui rend possible peut-être cette entente, cette harmonie avec la nature. Et voilà, conséquence, peut-être nous avons perdu un pan important de ces savoirs qui auraient mérité d'être réhabilités, de voir les descendants de ces gens, ceux qui peuvent répercuter, perpétuer peut-être ce savoir. Je reste convaincu qu'il y a un certain nombre de savoirs qu'on ne peut pas enseigner peut-être forcément à l'université, qui nous échappent, parce que c'est une question... Non, il y a des choses qui relèvent... On ne peut pas transmettre comme ça, c'est difficile. Il y a des choses... Jusqu'ici, à Lyon, dans les villages, que ce soit Ouakam ou bien à nous, partout, quand il y a arrêt de poisson, on essaie de trouver un membre de la famille de Pensa, un descendant, partout. C'est comme on essayait de trouver un membre de Mandiaye Golbey quand on avait fracture. Ça, c'est Dakar, hein, c'est Dakar. Je ne sais pas où est-ce que vous avez grandi, mais quand même ça, jusqu'à maintenant, c'est comme ça. Et c'est connu, hein. Il y a tout le temps des familles spécialistes de tel ou tel démouvante. Et comme ça. Et puis, c'est hérité comme ça. Il y a des spécialisations en fonction des familles, des gens qui savent faire. Des mots de vente, des mots de dents, ainsi de suite. Donc, c'est telle famille qui donne des choses. Et puis, peut-être, ça se calme, on ne sait jamais, mais quand même, c'est comme ça. Les gens sont spécialisés. Mais en tout cas, je retiens ce que Ibrahim a dit. L'équilibre de la nature, l'harmonie, comme il l'a dit, vraiment, on l'a un peu perdu en essayant de dompter la nature, comme on le dit. On nous a appris ça. Et la science nous permet de dompter la nature, de dominer tout. Mais à force de dominer, on déséquilibre un peu. Et c'est ça qui nous a manqué un peu. Le fait de dire que tel nom de famille ne vous permet pas de toucher à tel animal, là, on va préserver certains quand même types d'animaux, forcément. Le caïman. Parce que moi, je suis Ndiaye, mais je ne pense pas qu'un lion va m'épargner parce que juste je vais lui dire, attends, yo Ndiaye, man Ndiaye, Khomalan. Yo Daba, man Daba. En tout cas, les dieux, par exemple, les dieux, Djambe Diop, par exemple, ils ne touchent pas. Ça, c'est... Enfin, parce que le gars qui a donné sa main au lion, là, je ne sais pas s'il était Ndiaye ou s'il n'était pas Ndiaye. Mais en tout cas, on n'essaye pas de violer, on respecte. Même si on n'y croit pas, on n'essaye pas d'aller au-delà. Moi, par exemple, je n'ose pas manger quand même la viande de Duvaran. Non, mais parce qu'il y a toutes les viandes qu'il y a là, pourquoi manger du varan? Ce qui est intéressant à travers ce personnage, au-delà de tout ce qu'elle peut faire comme acte magique, etc., c'est le personnage quand même. C'est la place de la femme dans une société. Parce que vous le dites à un moment, comment ça se fait que quand on cite les saints, les marabouts, les personnalités qui méritent d'être citées dans le monde religieux, on ne cite pas Penda Sarr, qui pourrait être rangé dans cette catégorie. Qu'est-ce qui explique cette réticence à l'aligner? Non, en plus, elle est même plus connue que son père, c'est ça? Oui, c'est ça. Non, je dis qu'elle est alignée de fait, Ibrahim. Le fait de dire Barké Penda Sarr, ça existe maintenant, c'est comme ça. Quand il y a ce problème-là, on dit qu'il faut dire Barké Penda Sarr un nombre impair de fois. Donc son nom est là. C'est une figure féminine qui est invoquée. Il y a une vocation religieuse quand même. C'est une prière. Barké, on le dit à qui ici? C'est Barké de grand marabout souvent. Quand on dit Barké, c'est le nom d'un grand marabout qui suit. Mais rarement une femme. Essayez de voir. Barké tel, je ne dis pas les marabouts, vous les connaissez. Mais Barké Penessa, c'est la seule dame qu'on invoque en disant Barké. C'est elle qui a la baraka. Les autres n'ont pas. Il n'y a que les hommes qui ont la baraka. Mais la seule femme qu'on invoque qui a la baraka, c'est Penda. On n'invoque même pas son père, qui était un grand érudit. C'est ça. Lui, c'est sûr qu'il a existé. On connaissait ses faits d'armes et tout. Non, Ali ne dit pas. Même elle, c'est sûr, elle a existé. Si Moussa Boubakari. Non. Il y a sa famille, les dieux, ils sont encore là. Baba Mal fait partie de la famille de Penda Sarr. Abou Sarr, celui qui a joué à Jeanne d'Arc, Moustapha Ndiaye, Baba Ndiaye, les grands là. Baba Ndiaye, sa mère s'appelle Penda Sarr. Elles font partie de la famille de Penda Sarr. Donc, généalogie, arbre jusqu'à Penda Sarr. Vous dites que... On a un film. Parce que Sarr et Sall, les linguistes disent la même chose. Sarr et Sall. Oui, mais en tout cas, elle, sa famille, sa descendance, elle a existé. Il y a l'arbre là qu'on peut vraiment suivre sans difficulté. À Anne, par exemple, quand on a des problèmes d'arrêt, c'est la famille d'Abou Sarr qui sont à Anne. On va les voir, ils font quelque chose, et puis ça s'enlève. Les Torobé et les Soubalbé sont des descendants des Sérères.
Il y a une relation forte. Non, les Sérères sont des... Enfin, la relation entre les Halpulaar et les Sérères, c'est la même souche. C'est-à-dire que ce sont les Soubalbé de Ngaolé. C'est Tchofi qui est à Podor. Ils étaient dans le même village Tchofi, fondé par les Sérères. Sar, les gens disent que c'est Halpulaar, mais c'est Tekrour, ce sont les noms de Tekrour carrément. Ce que je voulais dire, ça veut dire qu'ils étaient tous au Tekrour, que ce soit les Sérères, les Diola, les Toucouleurs et tout ça. C'est Tekrour qui est comme ça. Parce que Halpulaar, ça veut dire ceux qui parlent Pulaar. Moi, je ne suis pas d'accord quand on dit tu es Halpulaar. Moi, je ne suis pas Halpulaar. Moi, je suis Toucouleur. Ça veut dire que c'est différent. On parle de Pulaar. Même les deux Alioune posent problème. Halpulaar, c'est Koli Tengel qui est venu après. On disait que Peul, et qui a trouvé quand même beaucoup d'autres groupes ethniques qui ne parlaient pas, qui n'étaient pas Pulaar, mais qui parlaient Pulaar. Il a dit Halpulaar. On a exigé Lamtoro et qu'on parle Pulaar. Vous n'exigez qu'on garde seulement que le nom de famille. Le reste, vous êtes dans le Guédé, il faut se comporter comme tout le monde. Vous parlez la langue de Guédé et vous vous habillez comme les gens de Guédé. Mais gardez votre nom de famille. Ce qu'il disait, ça c'est avant. Non, en plus, vous n'êtes pas forcément de la même ethnie. C'est pas parce que vous parlez Peul que vous êtes Peul. C'est pas parce que vous parlez arabe que vous êtes arabe. Maintenant, tout l'heure, ça vient de Tekrour. Ce sont les Arabes qui nous ont appelés des Takarir. Malheureusement, après, un Français est venu en disant Toucouleur, ça s'est resté comme ça. Mais ce n'est pas forcément Halpulaar Toucouleur. C'est un habitant de Tekrour qui est Toucouleur. Toucouleur, oui. C'est ça. C'est Takrouri, un habitant de Tekrour. Un habitant de Tekrour n'est pas forcément Halpulaar. Maintenant, ici, quand même, Tchofi, c'était un village fondé. Mais en général, tous les habitants de Tekrour parlaient Pulaar, arabe et Pulaar. Oui, mais c'est après que l'ethnie Peul a dominé. Ensuite, avec Koli Tengel qui a imposé qui a dit Halpulaar, c'est une injonction, mais tout le monde y était, et jusqu'à maintenant, il y a d'autres qui ne parlent pas le Pulaar, il y a des Wolofs, il y a Nyanga et tout, il y a des villages Wolofs purement dans le foot. À un moment aussi, vous parlez de ce monde des Soubalbé qui est étrange, incompréhensible. Est-ce que c'est toujours le cas? C'est toujours le cas. Le monde des pêcheurs. Les Soubalbé sont les pêcheurs, que ce soit les Lebou, c'est ça, les affinités. On a été jusqu'aux îles, c'est la même. On a trouvé des affinités, des parentés entre Penda Sarr et les Sarr des îles, Fambine et Nangan Samb. Il y a un film qui va sortir là. On a fait des enquêtes avec la caméra pour montrer quand même ça. Penda Sarr, c'est fort quand même, parce qu'on trouve dans les îles, dans le Cap-Vert et chez les Soubalbé. Donc il y a des parentés, les mêmes Sarr. Quand on trouve ça, il y a des liens de parenté et les mêmes croyances parfois. Tout le monde croit en Penda Sarr. C'est bizarre. Il y a des formules en magique qu'ils vont réciter, qui sont héritées de son père, mais quand même, c'est Penda Sarr qui est invoqué. Mais malheureusement, il y a certains d'entre eux qui ne connaissent pas Moussa Boukari, son père, ne connaissent que Penda Sarr. Donc, elle a dominé partout, finalement, la famille. Et pourtant, ils étaient 10. Parce que juste vous parlez aussi des Tchoubalo. Plusieurs fois dans l'ouvrage, vous parlez des Tchoubalo. Vous pouvez nous en dire un mot des Tchoubalo? Oui, c'est ce qui fait la particularité. C'est son clan, Tchoubalo. Ce sont les pêcheurs. Au foot, on dit Tchoubalo, les Soubalbé. Ici, on les appelle des Lebou. Là-bas, ce sont les Nyomiko, mais les Djahanora. Mais vous verrez Penda Sarr partout. Ce sont les pêcheurs. Maintenant, quand même, il y a une culture réelle des pêcheurs. Quand vous entendez Baba Mal, c'est sûr que vous avez parlé de l'incantation. Maintenant, on parle de rap et de salam. Mais la culture orale, c'est sans musique. Et ce qui est bizarre chez les Soubalbé, essayez de voir dans YouTube, vous verrez Penda Sarr, un artiste Penda Sarr. Mais souvent, c'est l'acapella. C'est sans instrument. Je dis parce que le vivant est respecté. Les instruments de musique, souvent, ce sont des éléments d'un vivant. La cuir, tout cela. Donc, on l'évite. Donc, c'est l'acapella, le respect de la nature et de l'autre vivant. Poisson ou ça. Donc, on ne touche pas mais quand le vivant est mort, on peut prendre sa peau pour s'habiller avec. C'est le respect partout. C'est le respect partout. Il est déjà mort. Non, c'est le respect. Même la peau est respectée. C'est ça aussi l'équilibre écologique. Ils respectent tout. Tout, les pêcheurs respectent tout ce qui vient de la mer et de l'océan. C'est bizarre, rien, tout. Même parfois les arbres là, aquatiques sont respectés. Parce que ce sont des arbres utiles. Ici, c'est l'efficacité qui compte. Des choses qui servent l'homme, mais qui sont respectées par servent l'homme aussi peut-être. Une véritable conscience écologique avant le pratiquement. Donc, relation des Soubalbé avec Ibrahima Sow l'analyse très bien. C'est vraiment regrettable qu'il soit parti avant qu'on termine, qu'on achève l'œuvre. Je me basais sur lui. Il avait... C'est un scientifique, il ne connaissait pas le foot. C'est mon cousin. Il est du foot, mais il ne connaissait pas le foot. Mais il avait un recul. Le chef du laboratoire de l'imaginaire. C'est lui qui a les farous rap. C'est lui quand même qui a analysé les rap, les djinns et tout cela. Ce monde-là, il connaissait. Mais il était en train de parler des Soubalbé, sans atteindre Penda Sarr. Je le poussais à parler de Penda Sarr. Mais il parlait globalement des Soubalbé. C'est pour ça que son article n'est pas achevé. Parce il n'a pas terminé Penda Sarr, il a parlé des Soubalbé. Mais il y a Boumbouch qui a parlé de lui. Oui, Boumbouch, c'est lui qui a directement attaqué le sujet. Mais franchement, il y a beaucoup de choses à dire sur la culture des pêcheurs. Je dis Soubalbé parce que c'est Fouta, mais des Lebou, ils sont à part, partout ils sont à part. Malheureusement, les Lebou du Cap-Vert étaient quand même des Sérères. Mais ils ont un peu perdu, ils se sont un peu wolofisés trop.
les débuts, je parle des pêcheurs du Cap-Vert, et ils ont perdu beaucoup de traditions. Mais quand vous revenez dans les îles, vous voyez, la tradition reste. Et vous voyez quand même des constantes entre Walo, Ngaolé et les îles, des constantes, des croyances, les mêmes constantes, vraiment. Et c'est intéressant à voir. Ça, c'est des œuvres là pour pousser les gens à creuser un peu plus. C'est pour dire moins de 100 pages pour que les gens puissent lire et creuser. Je ne veux pas dépasser 100 pages dans la collection, je dois connaître. Parce que les gosses ne lisent pas et puis même nos collègues n'aiment pas lire les gros ouvrages. Donc, 100, peut-être ils vont avoir le goût et puis ils vont aller pousser. Quoi. Mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de pistes à explorer sur le plan écologique. Et sur le plan même de l'économie, je dis, disent que c'est ma communauté, donnez-moi ma part. C'est fort quand même. Vous ne passez pas à l'activité, il n'était pas dans l'activité, mais elle parce que dans son part. entendement, elle se dit qu'on est tous pareils, tous les pêcheurs, c'est la même famille. C'est la même famille. Donc elle a besoin de nourriture, donnez-moi ma part. Il n'y a pas de raquette, comme vous dites. C'est comme ça qu'elle voit les choses. Sauf que sa part n'est pas un don, mais un dû. Un dû, oui. C'est un dû. C'est un dû. Hein. Je dis, vraiment, ce que je constate, que jusqu'à maintenant, la tradition est respectée. Là où il y a les pêcheurs, on ne vend pas aux voisins, aux connaissances du poisson. Sorte d'économie solidaire. Oui, il y a la solidarité. Et maintenant, il y a leur dû à eux, la famille des Sarres. Dans le Fouta, à côté de Ngaolé, tous, chaque année, ils ont leur impôt. Absolument. Parce qu'ils protègent les gens contre les... J'avais entendu les gens parler de ça, parce qu'à un moment donné, on disait que tout le monde ne peut pas faire... ne pas entrer dans l'économie de la pêche. Parce qu'on voit parfois des gens qui n'en font pas partie et qui entrent, et qui se ruinent tout le temps à coup sûr. Les gens, dès qu'ils commencent à prospérer, mais d'un coup, c'est complètement la banqueroute et ils perdent tout. On leur dit que mais parce que vous ne devez pas être pêcheur. Et qu'il y a des gens, il y a des familles, ou bien il y a des choses à faire avant de... L'entrepreneuriat dans ce secteur-là est très difficile. Absolument. Si vous n'êtes pas des lébous, souvent vous ne réussissez pas. Tous ceux qui ont essayé souvent échouent. Hein. C'est rare d'avoir quand même du fric à partir de ces activités-là. Ce qu'on apprend par rapport à ça, c'est que souvent quand on parle des halpolars, on a tendance à les enfermer dans l'élevage, le berger peul, etc. Et là, on découvre tout le contraire. C'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de pêcheurs. Alors que notre imaginaire du peul, non, le peul, il a son élevage, il a son bétail, etc. Oui, mais ils sont à côté du fleuve aussi, hein, forcément. C'est que Ibrahim Sow le dit très bien, il ne différencie pas les deux secteurs. Quoi. Chasser et pêcher, c'est la même chose pour eux. C'est aller derrière un être vivant, hein, c'est un être vivant qu'il faut essayer de dompter, de dominer. Donc, que ce soit l'animal du continent ou bien de la mer, c'est la même chose. Il faut être doué du savoir pour pouvoir dompter cet animal-là et le respecter d'abord avant de le dompter. Donc, il n'y a pas de différence. Seulement, le monde marin est beaucoup plus mystérieux que le monde de la terre, parce que là, quand même, on voit des animaux. Peut-être, ils ont le savoir, mais là, on ne connaît pas ce qu'il y a dedans. C'est pour ça que Penda Sarr a été perdu pendant des heures, certains disent pendant des jours, dans la mer. Seul son père n'était pas inquiet. Seul. Tout le monde était inquiété. On commençait à pleurer partout. Elle est perdue. Son père disait non, elle n'est pas perdue. Et ça, moi, je l'ai vécu à Anne. Il y a ce qu'on appelle les Djaobé. On a des Djaobé aussi qui sont des Soubalbé. Ici, à Anne, le gars était vraiment loin dans la mer. On voyait sa tête, finalement, on a perdu sa tête. Il continuait. En nage, quoi. Donc, c'est pas, il s'est arrêté où? Finalement, on a perdu, on ne voyait pas sa tête. Les gens étaient au niveau de la quai, attendaient. Et après, on le voyait revenir comme ça. Ah, mais c'est un bon nageur, c'est tout. Hein. Oui, peut-être. Parce que les gens, ils traversent, ils vont jusqu'à Gorée. Hein. Non, mais non, jusqu'à Gorée, ça, c'est autre chose. Ah, c'est juste un bon nageur qui s'exerçait pour faire la traversée d'Agamben. Les pêcheurs disaient qu'il est parti depuis ce matin. Donc, pour eux, c'est perdu. Je connais les familles qui faisaient ça. Il est resté toute la journée? Oui, non, il partait le matin. Les pêcheurs étaient là, en train de courir. Mais lui, il part. Il est dans la mer. Donc, jusqu'à midi, on ne le voit pas. Jusqu'à l'après-midi, on ne le voit pas. Les gens étaient étonnés. Les gens commençaient à s'attrouper. Et après, avant le crépuscule, il apparaît. Toute la journée? Oui, toute la journée, oui, c'est toute la journée. Ça, c'est autre chose. Non, ce n'est pas des courses puis de courses. C'est toute la journée. Il restait toute la journée dans la mer. Et à la fin, juste pour terminer, juste un mot. Il y avait un vieux, j'ai oublié son nom, les Noyers, dans le fleuve là, du Sénégal, à Saint-Louis. Il y avait un vieux, je ne sais plus, les Saint-Louisiens se rappelleront de lui. Il était vraiment connu pour aller chercher, retrouver ce que peut-être les sapeurs ou les gens qui avaient les moyens pouvaient chercher. Il avait ce don d'aller récupérer. Et donc ça dépasse l'entendement. Effectivement, jusqu'à maintenant, ça existe. Quand il y a des noyés, les sapeurs peuvent avoir des problèmes. Mais quand un vieux pêcheur peut vous dire, bon, essayez d'aller. Juste pour terminer, moi, ce que j'ai appris dans l'ouvrage, c'est l'origine des Torobé. Ibrahim Sow nous en parle, que les Torobé, c'est la dernière vraiment...
catégorie qui est à naître au niveau du foot. Hein, et que c'est la catégorie des lettrés. C'est ce qui ont... voilà, les gens qui ont... il les a presque à la limite traités d'usurpateurs. C'est-à-dire que maintenant, ils sont ils occupent le haut vraiment du pavé, alors que c'est les derniers nés et qu'il dit que tout ce qu'ils ont comme mérite, c'est d'avoir étudié et d'être peut-être des gens qui sont ancrés dans l'islam. Mais maintenant, c'est eux qui dominent. Oui, c'est le savoir usurpateur. Enfin, c'est le savoir émancipateur, comme on dit, quoi. Effectivement. On disait, il y avait les peuls pasteurs et les peuls sédentaires qui étaient agriculteurs. Donc, il y avait beaucoup de temps, parce que même... Les pasteurs, les agriculteurs et les pêcheurs. Les pasteurs étaient occupés tout le temps. Mais les agriculteurs, c'est de temps en temps. Parfois, il y a des moments quand même d'une occupation. Peut-être avec l'avènement de l'islam, il y a eu quand même des écoles. Donc, c'est eux qui avaient le temps de fréquenter l'école. Donc, finalement, ils ont acquis quand même de la considération sociale, à force d'être lettrés, parce qu'ils étaient aussi des invocateurs, des intercesseurs, quoi, en fait. Il y avait des intercesseurs avant, dans nos religions traditionnelles. Mais ici, quand même, c'est des intercesseurs au niveau de l'islam, parce qu'ils savaient écrire. Les lettres étaient dedans. Donc, il y avait un groupe au départ. Donc, on les appelait des torotob, des mendiants. Ce sont les mendiants. Torotoro, c'est mendiant en pulaar. Donc, c'est les Denyankobe qui voyaient quand même le groupe s'agrandir. Et mendiant invocateur. On peut le dire, mais Torotoro et Nyagotoro, ce n'est pas la même chose. Torotoro, c'est toujours ces dieux compris, intercesseurs. C'est ça, en fait, quoi. Mais ici, quand même, eux, ils ont traduit ça mendiant. Ils ont fait exprès. En Peul, Torotoro, c'est celui qui mendiait tout le temps. Donc, mendiant, et souvent aussi, il mendiait. C'était ça pour qui. Et finalement, le groupe s'agrandissait, était ouvert à tout le monde. Tout ce qui était de classe inférieure intégrait l'école et commençait à avoir de la considération, parce que c'est la société qui est comme ça. Et finalement, le groupe s'agrandit est devenu une caste. Et maintenant, ce groupe-là a accédé au pouvoir avec Abdelkader Khan. Quand il y a eu oui, avec la révolution. Et c'est ça que la classe s'est formée carrément. Ils ont commencé à être exclusifs. Donc héréditaire. Ce n'était pas héréditaire au départ, mais là, ça a commencé parce que Ali Doundou, c'est le père d'Aboubacar Khan, le grand-père, ils étaient des Diallo. Donc les gens commençaient à transformer leur nom de famille en Khan, parce que les Khan sont les Torobé, par excellence. Donc tout ce qui était des Diallo, des Peuls purs, commençaient à transformer pour devenir des Torobé. Mais des Torobé, de naissance, ça ne payait pas. Aboubacar Khan a eu des démêlés avec quelqu'un notable, parce qu'il pensait qu'il était Torodo, mais Torodo, de nom. Il n'était pas lettré. Donc, il a refusé de lui donner sa fille parce qu'il dit non, vous êtes un faux Torodo, vous ne savez même pas lire. Et à un moment donné au Fouta, les filles aussi disaient que celui qui n'était pas lettré ne pouvait pas les marier parce qu'elle était lettrée, très lettrée. Il y a des filles qui étaient très lettrées, qui n'acceptaient pas de se marier avec quelqu'un qui n'était pas lettré. Donc vraiment le groupe a acquis beaucoup de considération et malheureusement est devenu exclusif. Mais avant c'était inclusif. Tout qui était dans des castes inférieures, mal traités, tout cela, ont regagné le groupe et finalement, ils étaient au niveau de la hiérarchie, au sommet de l'échelle. Mais toujours à égalité avec les Peuls, les Ardo et tout cela, toujours ont leur considération. Ils sont les chefs des villages et comme ça. Mais avec la révolution du Fouta, finalement, les Torobé sont au sommet de la hiérarchie. Mais c'est le savoir qui a émancipé. C'est à partir du savoir, il n'y a rien. Ce n'est pas l'activité d'agricole, c'est le savoir. En tout cas, on a été très heureux de vous accueillir sur ce plateau. C'est un ouvrage qu'on conseille à tout le monde. Penda Sarr Ngaoulé, la princesse du monde des eaux. Vraiment, un ouvrage, comme vous dites, qui n'est pas très volumineux et très facile à lire et très intéressant avec les écrits d'Ibrahim Sow et de Boubou Mbodj. Vraiment... Professeur Mamadou Yurissal, nous avons été très heureux de vous accueillir. Merci. Et nous souhaitons une bonne continuation. Nous allons terminer cette émission avec l'association J'existe qui se bat pour donner une existence légale aux enfants non déclarés du Sénégal. Pour nous en parler, nous recevons sa présidente, Madame Nafi Gueye. Bonsoir, Madame Gueye. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Donc, comme je viens de le dire, vous êtes la présidente de l'association J'existe. Je pense vous voulez qu'il y ait moins d'enfants non déclarés actuellement au Sénégal. Est-ce qu'on peut savoir quels sont à peu près les chiffres? Combien on a à peu près d'enfants non déclarés au Sénégal?
Alors, je tiens d'abord à dire bonjour à tout le monde, à toutes les personnes qui nous regardent à travers la RTS, vous dire bonjour également et vous remercier de m'avoir offert cette opportunité-là de parler de J'existe. Je ne saurais commencer sans pour autant parler de la situation actuelle, qui est le Covid-19 qui régit dans tout le monde et qui inquiète pas mal de personnes. Et je voudrais dire à la jeunesse surtout de respecter les mesures parce que c'est hyper important et que c'est une maladie qui fatigue énormément de personnes et on a encore la chance de pouvoir faire face à cette maladie en respectant juste les mesures. Arrêtons de nous comporter comme des héros. Il ne s'agit pas, c'est pas une confrontation, c'est une question de survie et respectons juste les mesures parce que c'est tout ce qu'on peut faire pour aider l'État dans ces mesures qu'il a déjà prises. Donc j'espère que je serai entendue en tant que jeune et je demande à tous les jeunes de s'investir dans leur quartier pour sensibiliser, également pour aider tous comme ils peuvent des familles qui ont besoin d'aide et également on espère vraiment que ce sera juste un mauvais souvenir. Donc ça c'était vraiment un message que je devais faire passer avant de venir sur J'existe. Effectivement c'est une association que j'ai créée moi-même suite à une frustration que j'ai eue en Côte d'Ivoire lorsque j'ai regardé un film qui s'appelle Les enfants fantômes et qui parlait du Sénégal, du Mali et du Burkina Faso. Alors, quand j'ai fait des recherches sur la base de données en 2018, on parlait encore de 20%, voire 22% des enfants au Sénégal qui ont ce problème d'état civil. Et lorsque j'ai fait même des enquêtes sur le terrain dans différentes régions, parce que je ne pouvais pas aller partout dans le Sénégal, je n'avais pas les moyens de le faire, mais je me suis investie avec mes fonds propres pour aller dans les différentes régions qui sont sur la liste rouge des régions qui ont ce problème d'état civil. Et c'est là où j'ai compris que 22% aujourd'hui de la population des enfants ont un problème d'acte d'état civil. Le pourquoi est assez large parce que ça touche à la fois des questions culturelles, à la fois l'ignorance également, à la fois également c'est dû au fait que beaucoup de parents n'ont pas accès à des informations qui puissent leur permettre de savoir lorsqu'ils ont un enfant. Et le côté culturel, c'est quoi exactement? Le côté culturel, ça dépend des localités. Par exemple, lorsqu'on prend l'exemple de Diourbel ou bien de Touba, de manière religieuse ou culturellement, c'est une zone qui fait partie du Saloum. Et on sait que dans l'histoire, le Saloum était la zone Touba, la plus... le Baol. Voilà, le Baol. Donc, du coup, autant pour moi d'ailleurs, et sur cette partie-là, par exemple, les gens ne sont pas habitués à amener leurs enfants dans des écoles. Mais ils préfèrent aller en Dara. Et ils se disent que pour le Dara, ils n'ont pas forcément besoin de déclarer parce que l'enfant n'ira pas à l'école. Et ils ne savent pas, par exemple, que lorsque l'enfant n'a pas d'acte de naissance, il n'y a rien qui justifie que cette personne-là est sénégalaise. Donc s'il a des problèmes, par exemple, de santé ou l'enfant a besoin d'être pris en charge, il n'a aucune justification qui lui permet d'être pris en charge de manière gratuite. Parce que ce qui permet de le faire, c'est l'acte de naissance et ils ne l'ont pas. Alors, vous partez au niveau de Kolda, on vous dit par exemple que les parents sont habitués à laisser leurs enfants dans les champs. Donc du coup, pour eux, être dans les champs et faire de l'élevage, ça ne nécessite pas forcément d'avoir un acte de naissance parce qu'ils n'en connaissent pas la valeur. Et peut-être cet enfant-là ne sera jamais sorti de cette ville qui est Kolda, par exemple, pour aller autre part. Donc pour eux, ils ne voient pas l'utilité. Donc c'est des choses qui méritent qu'on en parle pour que les gens, pour que ces parents-là puissent être à mesure de savoir l'importance d'avoir un acte de naissance qui est une identité, d'avoir une identité et de pouvoir exister. Et maintenant, quelles sont les démarches que vous faites au niveau de votre association pour essayer de résorber un peu ce déficit? Alors, à la base, quand je suis arrivée, je ne savais pas trop quoi faire. J'avais juste la volonté de faire quelque chose. Parce que je me dis que c'est une situation assez importante et qui méritait notre attention. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'acte de naissance, moi, même si je n'avais pas d'acte de naissance, je ne serais pas en Côte d'Ivoire en train de travailler. Donc, je me suis dit, OK, mais pour apporter une solution, il faut connaître le problème de manière réelle. Et ce n'est pas que les gens n'ont pas d'initiative, qu'ils ne font rien, c'est qu'il y a des choses qui sont faites, mais qui ne sont pas suivies. Et que les acteurs, peut-être, qui devraient travailler en synergie, ne le font pas. Chacun a sa propre initiative et le fait de son côté. Et vu qu'il n'y a pas de suivi, on n'a pas de résultat. Et de l'autre côté, l'État essaye de son maximum, mais il ne prend pas le soin d'aller vers la société civile et de voir de manière concrète ce que cette société civile est en train de faire sur la population de manière générale et essayer de voir comment coordonner ça. Donc moi, lorsque j'ai fait les enquêtes et tout, je
Je me suis dit, OK, il y a des initiatives qui existent, il y a des acteurs qui font des choses, mais pas exclusivement dans l'état civil. Comment on peut créer une synergie d'action qui pourrait permettre, à travers un plan, un programme, de pouvoir travailler ensemble sur les différentes questions. Et du coup, la première chose que j'ai faite, je me suis dit, l'autre problème, c'était la sensibilisation. Comment on peut, à travers la communication, faire passer des messages sur la procédure de déclaration, sur la possibilité d'une maman, parce que aussi au niveau des causes, il y a le refus de paternité, qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de mamans hésitent à aller déclarer leurs enfants parce qu'elles ne savent pas soit qu'elles peuvent le faire à leur nom, parce qu'elles ignorent la procédure, qu'est-ce que ça dit, les lois, qu'est-ce que ça dit. Et de l'autre côté, les parents qui souvent ne mesurent pas l'impact de leur refus d'identité à leur enfant. Donc du coup, nous, on s'est dit, OK, on va essayer dans un premier temps de sensibiliser. Il y a des supports qui existent. Par exemple, il y a des organisations internationales qui essayent de faire de la communication. Sauf que la communication n'est pas toujours adaptée à la cible. Parce qu'au niveau du Sénégal, la majorité des personnes non déclarées vivent en milieu rural. Et chacun parle une langue qui est différente de notre langue officielle. Donc si les supports de com sont mis au niveau, sont faits autant pour moi en français, certes, certaines personnes peuvent les lire, mais la majorité non. Donc on s'est dit, bon, pour l'instant, on n'a pas les moyens de faire des supports de communication. Ce qu'on peut faire, c'est d'abord de créer une page Facebook, de parler de la question, de voir l'intérêt que ça peut susciter. Parce que sur Facebook, il y a énormément de personnes qui viennent de différentes régions qui fréquentent. À partir de là, comment on peut avoir des ambassadeurs dans les différentes localités, de sorte qu'ils puissent, ces ambassadeurs-là puissent être formés à au moins savoir, lorsque quelqu'un donne naissance dans une localité, qu'est-ce que moi, je peux faire de manière désintéressée. C'est juste de renseigner cette personne-là. Et l'idée, c'est d'avoir un site Internet. Et sur le site, on prévoit de faire, par exemple, un contenu texte qui permet de revenir sur l'état civil. Parce que l'état civil, ce n'est pas que la naissance. C'est la naissance, c'est le mariage et c'est le décès. Et aujourd'hui, pour beaucoup de problèmes, c'est des choses qui sont ignorées par les populations. Et les juges eux-mêmes me disent des fois qu'ils ne voient, par exemple, des mariés que lorsque le divorce approche. Parce que beaucoup de ces personnes-là ignorent que si vous voulez faire, par exemple, une procédure de divorce, ça nécessite en amont une déclaration de mariage. Donc, du coup, ça fait beaucoup de problèmes. Donc, on s'est dit, au niveau des tribunaux, ils ont un package qui inclut pas mal d'informations de droit sur tout ce qui est état civil, sur le mariage, le décès, le droit patrimonial, tout ce qui est héritage, etc. On se dit, peut-être à partir de ce site, si on arrive à mettre toutes ces infos relatives exclusivement à l'état civil sur une plateforme, ça pourrait, dans un premier temps, permettre aux gens d'avoir un espace où, lorsqu'ils se connectent à cet espace-là, ils peuvent avoir tout ce qui est relatif à la déclaration à l'état civil. La deuxième chose, c'est que, vu qu'il y a de la communication déjà, mais en français, ce serait bien de faire des vidéos qui seront transcrites dans les différentes langues nationales, de manière progressive, qui permettent au moins, sur la procédure de déclaration, de pouvoir le faire en français, en wolof, en djola, en séréer, etc. Au moins une vidéo de 2 minutes, 2 minutes 5, qui va retranscrire les procédures de déclaration de manière assez claire. Et si on arrive à faire ça, au moins, toute personne qui aura accès à Internet pourra avoir ce contenu et le diffuser dans les régions. Et ce sera aussi pour nous un support, lorsqu'on sera sur le terrain, de pouvoir les diffuser et de susciter l'intérêt et de poser des questions au niveau des régions dans leurs différentes langues. Aram. Bonjour. Bonjour. Quand on est comme nous privilégiés, je pense qu'il peut être difficile d'imaginer qu'il existe véritablement ici des personnes qui naissent et meurent sans avoir jamais existé, administrativement en tout cas, et sans avoir mis les pieds à l'école, sans avoir bénéficié d'aucune sorte de prestation sociale ou d'assistance ou de protection qu'un État doit à ses citoyens. Et je pense qu'on a tendance, il y a une certaine distance forcément entre ces personnes et nous qui sommes là assis à en parler. Et vous parliez tout à l'heure du fait, pour les parents qui ne déclarent pas leurs enfants, d'ignorance. Je pense que c'est un terme que moi, personnellement, je n'aurais pas du tout employé pour ce cas précis parce que je trouve que c'est un peu condescendant. Vous parlez aussi des régions où les parents préfèrent envoyer leurs enfants au champ plutôt qu'à l'école et donc ne voient pas la nécessité de les déclarer. Je pense que
encore une fois, c'est des gens qui ont des impératifs peut-être de survie et qui ont des aspirations limitées, qui n'imaginent pas qu'ils pourraient aspirer pour leurs enfants à plus qu'eux n'ont eu pour survivre jusqu'où ils en sont. Donc je pense qu'il faut déjà pouvoir comprendre la réalité sociale de la cible avant de pouvoir s'y adresser de la meilleure façon. Et je crois qu'il est important de le faire dans des façons qui ne heurtent pas. Parce que moi, quand vous dites ignorance, ça me heurte. Alors même que je ne suis pas véritablement concernée. Enfin, on sait que ce sont souvent des personnes très précaires et dont certaines vivent à des heures de route du premier centre d'état civil. Mais en dehors de la pauvreté et de ce que vous appelez peut-être l'ignorance du dommage causé à son enfant en ne le déclarant pas, qu'est-ce qui, à votre avis, fait obstacle à la déclaration des enfants? D'accord. Alors, je tenais juste à apporter une petite, peut-être, éclairage ou bien essayer pour qu'on puisse se comprendre. Lorsque je parle d'ignorance, ce n'est pas volontaire. Je parle d'ignorance par rapport aux procédures. Parce que tout ce qui est état civil est régi dans le code de la famille. Et le code de la famille est un outil ou bien un document dont on a accès peut-être que lorsqu'on a fait la faculté de droit ou bien lorsqu'on est curieux. On dit que nul n'est censé ignorer la loi. Mais exactement. Comme le dit toujours Ibrahim, c'est une utopie. Beaucoup de gens ignorent complètement. Exactement. Et ce n'est pas une question de... Même le fait de ne pas respecter la loi, c'est juste de ne pas savoir quel est l'impact de notre acte qu'on minimise et qui pourrait avoir un impact réel sur la vie de l'enfant. C'est-à-dire que ce n'est pas une question d'ignorance volontaire. Ils ne savent pas. L'ignorance est rarement volontaire. Oui, exactement. Je suis d'accord avec vous. L'information ne leur a pas été apportée. Mais ne prenez pas l'ignorance comme quelque chose de péjoratif. C'est juste la méconnaissance de quelque chose. Absolument. Ils ne savent pas comment faire pour la plupart du temps. Je le dis parce que souvent, je suis appelée par des femmes qui me demandent de les aider, même intellectuelles. J'ai reçu un appel il n'y a pas longtemps d'une femme qui est sénégalaise, qui a un mari immigrant et qui me demande, ma fille va bientôt naître, d'ailleurs elle est née, je ne peux pas la déclarer parce qu'au moment son père est absent depuis 1 an. Et si je dois la déclarer et lui donner le nom de son père, il faut la présence du père qui accepte parce que c'est dit par la loi. Lorsqu'un enfant naît, le père est absent depuis plus d'1 an. Exactement. Et quand elle accouche après plus d'1 an. Non, l'enfant est déjà né. Ah, d'accord. L'enfant est déjà né. Mais elle est née derrière le papa. C'est-à-dire que le père n'est pas là depuis plus de 9 mois. D'accord. Elle est née derrière. Non, mais même par rapport à la loi, même quand le bébé naît 1 an après, 1 an et demi, dans l'islam, jusqu'à 2 ans, vous êtes le père. Oui, vous êtes le père. Jusqu'à 2 ans, parce qu'on s'est dit que la gestation peut durer de 6 mois à 2 ans. Oui. Mais sur les textes, il est dit que la maman peut déclarer son enfant si elle a un certificat de mariage qui peut donner la paternité à l'enfant en le justifiant. Maintenant, si la femme n'a pas déclaré son mariage au niveau de l'état civil et que pendant ce mariage-là, l'enfant naît en absence de son père. Non, mais si elle a, par exemple, un certificat de la mosquée, ça peut servir de certificat de mariage. Hein. En principe. Oui, quand il y a le mariage traditionnel, quand on sait qu'ils se sont mariés à la mosquée, la loi dit que le père de l'enfant, le mari de la femme est supposé être le père de l'enfant. Oui, en principe. Sauf que sur les documents à fournir, ils insistent sur le fait que le papa puisse... En général, ils demandent même que ce soit le papa qui déclare dans un mariage. Parce que ça laisse cette ambiguïté-là de la paternité dont je parlais tout à l'heure et qui cause énormément de problèmes. Et elle me demandait qu'est-ce qu'elle doit faire. Est-ce qu'elle doit déclarer et donner son nom parce que le papa n'est pas là ou bien elle doit attendre? Je lui ai demandé d'attendre parce qu'elle peut aussi utiliser le jugement supplétif qui permet aux parents de pouvoir déclarer leur enfant de manière tardive. Donc, elle peut le faire. Si elle n'a pas tous ces documents-là, elle peut faire ça. Parce que souvent aussi, le mariage ne se fait pas, par exemple, pour les émigrés, en général, ils se marient tout en n'étant pas ici. Donc, quand ils viennent, tellement ils n'ont pas le temps, peut-être qu'ils ne prennent pas le temps de prendre ces détails. Après, moi, je ne suis pas allée jusqu'au fond pour savoir pourquoi elle ne pouvait pas déclarer, parce qu'elle n'avait pas les papiers qu'il fallait pour donner la paternité. Je lui ai juste suggéré, si son père revient bientôt, de pouvoir faire le jugement supplétif pour pouvoir le déclarer et lui donner le nom de famille de son père. Bonjour, madame. Bonjour. En tout cas, merci encore une fois. Je le dis souvent pour les femmes, les hommes qui s'investissent dans ce type d'activité.
au service de leurs semblables, au service de la communauté. Je pense que ça traduit chaque fois une certaine solidarité, une certaine humanité, une disponibilité par rapport à ses concitoyens. Et ça, il faut le saluer. D'autant plus que vous vous intéressez à un vrai problème. Le problème de l'identification, qui avant d'être même un problème pour des gens au niveau, à titre personnel, est d'abord un problème de l'État. L'État a un besoin de recensement de la population pour pouvoir gérer. C'est ce qui explique que quand on va aux États-Unis, en France, dès la naissance, on a un numéro de sécurité sociale avec des chiffres qui vous suivent jusqu'à la mort pratiquement. On n'a même pas besoin de vous demander, dès que vous dites je cherche un travail, je m'inscris dans quel est votre numéro de sécurité sociale, vous donnez votre numéro, on sait qui êtes-vous. Et je pense que nos pays devraient peut-être cheminer vers ce type parce que c'est un véritable besoin. Tout à l'heure, Alam a soulevé des problèmes qui sont liés peut-être à quelque chose, on va dire, à des causes volontaires. Il y a pas mal de causes, effectivement, involontaires. Il y a des erreurs. Parce qu'il y a un problème de déclaration, mais il y a aussi un problème d'enregistrement. Oui, d'enregistrement. Parce que vous déclarez parfois et vous venez, on vous dit qu'il n'y a pas de déclaration. Oui, moi, on peut m'appeler Ibou. Quelqu'un va donner le nom peut-être de son enfant parce que je porte son nom, il dit Ibou alors qu'il voulait peut-être dire Ibrahim. Ce qui fait qu'au Sénégal, il y a beaucoup de gens qui ne portent pas vraiment leur nom parce qu'il y a eu des erreurs au moment de l'enregistrement. Deuxième problème, il y a le problème de la conservation des archives. Il y a des gens qui perdent leurs identités. Deuxième problème, le vol des identités. On peut vous voler votre identité. Et donc, vous voyez, le problème est très... Je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça. Alors, en présentant le programme, j'ai juste peut-être touché deux volets qui étaient essentiels par rapport à moi en tant que citoyenne. Je me dis qu'aujourd'hui, le retard, peut-être que je peux dire que l'État a, c'est tout ce qui concerne la numérisation. Mais d'ici à ce qu'on arrive à ce point, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'attend ou bien on essaye quand même de faire quelque chose au niveau de la sensibilisation, au niveau de la population de manière directe pour au moins réduire le taux de non-déclaration? Donc la deuxième partie, c'est ce dont vous parlez là. Lorsque je suis partie à Kolda, à Tambacounda, à Diourbel, Kaffrine, l'état des lieux, des mairies, au niveau de la conservation des archives, je vous assure, à un moment donné, on se demande est-ce que vraiment nous sommes en marge du développement? Parce que moi, je ne peux pas comprendre, bien que l'État est en train de faire quelque chose, parce qu'avec la DIE, ils ont mis en place un système d'informatisation qui, je ne sais pourquoi, ne fonctionne pas toujours dans toutes les régions du Sénégal. Et pourtant, ça existe depuis plus de 2 à 3 ans. Aujourd'hui... C'est pour dire qu'il y a une disparité entre les zones rurales et les zones urbaines. Non, mais la campagne ou la ville, il y a une différence. Moi, je suis de Tambacounda. J'ai grandi là-bas, je suis née là-bas. Aujourd'hui, lorsque vous allez à Tamba, il n'y a absolument rien du tout. Il n'y a pas une mairie de proximité, il n'y a pas un chef de quartier qui pourrait, il n'y a pas une administration qui pourrait... Pour toute la commune de Tambacounda, il y a une seule mairie. Et pourtant, Tambacounda est la plus grande région du Sénégal. Mais du coup, est-ce qu'il y a un problème de sensibilisation et de communication? Je veux dire, je suis père, j'ai un enfant qui naît, je sais que de ne pas déclarer cet enfant, ça va lui causer des problèmes. Même si la mairie se trouve à Dakar, je vais prendre un bus, aller jusqu'à Dakar, le déclarer et revenir à Tamba. Ça, c'est une question de conscience paternelle ou maternelle qui n'incombe qu'à la personne en tant que telle, mais qui a besoin peut-être d'être sensibilisée sur l'importance. Oui. La nécessité de communiquer, de sensibiliser les personnes et de prendre en charge les femmes dès l'instant où il y a une grossesse. Et je pense que c'est une grande différence par rapport aux autres pays. Dès que vous êtes en état de grossesse, on vous suit. Et on va même vous demander au bout d'un certain temps, après 9 mois, on ne voit pas d'enfant, on vous dit, mais madame, il y a un problème, où est l'enfant qu'on attendait? Dans certains pays, quand l'enfant naît, le maire de la ville envoie une lettre de félicitations, un cadeau, un panier avec quelques effets au nouveau-né en lui souhaitant la bienvenue. On n'en est pas encore là. Non, du mais tout. Je pense que d'où l'intérêt, je pense, de sensibiliser les parents sur la nécessité d'aller déclarer. C'est ce que nous essayons de faire. Maintenant, à notre niveau, on se dit aussi que de l'autre côté, ce qu'on peut faire, c'est faire un plaidoyer. Je pense que je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations internationales. Je ne sais pas si je peux citer un nom, mais quand même, il y a un organisme qui essaye de développer beaucoup d'outils qu'il a mis à la disposition de l'État, mais ça traîne encore. Parce que quand je suis partie les voir pour leur demander qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble, parce que moi, je n'ai pas les moyens, j'ai les idées, j'ai une communauté que j'ai réussi à fédérer autour de la problématique, qui sont là, qui
me demandent absolument rien du tout, qui de plus en plus grandissent et qui veulent faire quelque chose, mais qui n'ont pas les moyens. Qu'est-ce qu'eux, ils peuvent faire avec nous? Et ce qu'ils me disent, c'est qu'eux, ils travaillent avec l'État. Ils ont développé pas mal d'outils concernant la santé qui permettent, par exemple, de suivre la femme du début de grossesse jusqu'à la fin et de pouvoir, à la naissance, déclarer avec des alertes au niveau des mairies la naissance de l'enfant, mais jusqu'à présent, ça dort dans les tiroirs. D'autant plus qu'il y a une longue tradition de la déclaration à l'état civil au Sénégal. Je ne sais pas si vous avez les dates. À Saint-Louis depuis 1730, à Gorée depuis 1818, à Rufisque depuis 1869, à Dakar 1875. Les 4 communes. Les 4 communes. Il y a eu des déclarations. Maintenant, bon, quelque chose nous a échappé. En Afrique, on va dire de manière générale, dans les années 50, 1950. Ça veut dire avant ça, peut-être qu'il n'y avait pas de déclaration. À côté, peut-être, vous avez souligné, vous œuvrez pour quelque chose de fondamental, l'état civil. À côté de l'état civil, il y a un autre problème qu'on rencontre tous les jours. C'est peut-être trop vous demander. C'est le problème des cartes nationales d'identité. Je voulais en venir. Hein. Ah, allez-y alors. Parce que je me dis, si aujourd'hui, la carte nationale d'identité, tout ce qui est biométrie, même là, on a encore des soucis. Je vous dis, lorsque vous allez vous acheter une puce, une carte SIM, des fois, il vous arrive de donner votre pièce d'identité et qu'on vous dise que cette pièce d'identité doit être mise à jour. Mais comment vous pouvez savoir qu'il faut mettre à jour votre pièce d'identité à partir de telle date? Ou bien vous le mettez quelque part, on vous dit non, cette pièce d'identité date, donc il faut aller le renouveler. Donc si aujourd'hui, même pour notre identification nationale, on a un problème, vous pensez que d'ici combien de temps on va résoudre ce problème? C'est des problèmes qu'il faut résoudre. Parce pour éviter ce que vous appelez les enfants fantômes, ce n'est pas vous qui appelez. C'est une réalité. Les enfants fantômes, les sans-papiers. On pensait que les sans-papiers, il n'y en avait qu'en Occident, à travers le mouvement des sans-papiers. Mais on se rend compte qu'au Sénégal, il y a beaucoup de gens qui sont des gens sans-papiers. On les appelle des apatrides, après on dit voilà. Et donc, quelquefois, on se pose des questions. Aujourd'hui, comment peut-on vivre? Effectivement, l'existence, on peut avoir une existence. Il y a des gens qui ne voient peut-être pas la nécessité, mais il y a beaucoup de choses. Au bout du compte, au bout des années, on va se rendre compte qu'on a raté une étape. Ce qui fait que dans l'histoire, effectivement, toujours en parlant d'état civil, d'identité, tout ça, il y a aussi, je parlais tout à l'heure des erreurs d'identité, qui peuvent causer quelquefois des problèmes liés à la santé. Il y a pas mal d'Africains sur qui on s'est trompé d'identité, qu'au moment d'une opération, on se rend compte que la personne avait 10 ans de plus. Parce qu'aujourd'hui, face à la médecine, il faut prendre en compte toutes ces réalités-là. Quelle année? Il y a tous ces nerfs verts qu'on n'a pas pu, avec précision, à moins d'appeler un témoignage. Parce que ça se passait comme ça. Il faut 2 personnes pour venir témoigner que vous êtes né entre tel ou tel. On vous demande, est-ce que vous avez connu un personnage, un événement qui s'est déroulé dans votre jeunesse. Et à partir de là, on estime à peu près quelle année est votre année de naissance. Mais je pense que ce problème-là peut être résolu avec la numérisation. Parce que lorsque j'ai fait mes enquêtes, je suis partie aussi voir les juges. Et aujourd'hui, je vous assure, eux-mêmes demandent de l'aide par rapport à ça. Il y a ce qu'on appelle les audiences foraines. En principe, les audiences foraines sont organisées et demandées par l'État pour permettre à la masse de se faire déclarer ou bien de pouvoir avoir un acte de naissance. En principe, ça doit se faire avec la masse. Mais aujourd'hui, vu la limitation ou bien le fait qu'au niveau des tribunaux, ils n'ont pas assez de personnel, vu également le nombre de personnes demandeurs, vu l'absence même d'un système informatique, les personnes qui avaient déjà un acte de naissance reviennent lors de ces audiences foraines-là pour dire au juge, moi je n'ai jamais existé. Et lui, il n'a aucun moyen de vérifier ça. Parce que pour l'audience foraine, c'est comme le jugement. Les papiers qu'on demande, c'est le certificat d'accouchement de la maman. On demande la photocopie d'identité de 2 témoins pouvant attester de la naissance de la personne. On demande la photocopie d'identité des 2 parents. Et on demande ce qu'on appelle le certificat de non-inscription. Et le certificat de non-inscription est donné par la mairie qui, après avoir vérifié l'année de naissance au niveau des registres, trouve effectivement que la personne n'y figure pas. Seulement, aujourd'hui, on ne peut pas, parce qu'on n'a pas de système numérique, on ne peut pas, quelqu'un peut venir avec, on le sait tous, il y a beaucoup d'officiers d'état civil qui ne sont pas compétents, qui sont là parce que c'est des postes politiques. On le dit, c'est la vérité. Qui sont là, vous leur donnez quelque chose, ils vous donnent la non-inscription. Et le juge, parce que lui, il fait confiance à cet officier d'état civil qu'il pense être légitime, il ne peut pas prendre de son temps pour vérifier cette info. Donc, il redonne un acte de naissance à la personne qui a fait un jugement. C'est ça qui fait,
souvent que quelqu'un se retrouve avec le numéro de l'autre, que quelqu'un porte le nom de l'autre. Ça, le problème, c'est souvent la mauvaise conservation des archives. Ça, c'est un gros problème. Numérique. Il y a quelques années, il y a 20 ans en arrière, nous, quand on était au lycée, etc., pour avoir notre pièce état civil, on venait, la personne allait... Quand tu étais au lycée, c'est pas il y a 20 ans. Bon. Il y a 30 ans. Quand on allait, il fallait qu'il m'attaque comme ça. Je ne réponds pas à la provocation. Je continue. Je suis perdu dans mes pensées là. Quand je me lance, faut pas. Les archives, conservation des archives. On allait demander à un officier d'état civil qui allait dans les archives pour aller chercher. Ça, ce que vous appelez la numérisation, c'est une bonne chose pour éviter le problème de la conservation des archives, c'est-à-dire des états civils qui sont égarés et finalement on ne retrouve pas. Oui, ils ont commencé à le faire. Mais par contre, je pense que l'erreur qui a été faite, c'est de ne pas prendre le temps d'aller voir quelles sont les réalités sur le terrain et de renforcer la capacité des personnes qui peuvent être à mesure de gérer ça. Quand j'étais en enquête, par exemple, j'étais à Fatick. Fatick, ils ont installé le système là-bas. Mais le système était en panne. Et la seule personne qui était capable de le faire est un ingénieur d'un organisme ici, de télécommunications, que je ne vais pas citer. Mais donc, en attendant, pourquoi la personne ne relève pas sur le registre, comme ça se faisait à l'ancienne? Mais c'est vous qui venez de dire que s'il serait bien qu'on soit mais ce serait bien, mais je dis que... Ils le font, hein? Je dis qu'en attendant, de relever... Ils le font. Il faut toujours des backups. Et puis de mettre à jour. Exactement, ils le font. Parce qu'on a reçu la dernière fois un archiviste, M. Atoumane Ndiaye Doumbia, donc il disait qu'eux, ils aiment toujours, même quand il y a la numérisation, il faut toujours qu'il y ait une trace écrite, au moins qu'on conserve toujours. Si ça peut se compléter, tant mieux. Mais je pense qu'à ce stade-là, on n'a plus le droit en fait d'être dans du manuel. Parce que vous voyagez, je suppose que vous voyagez beaucoup. Important, moi je suis pour la non, c'est très bien, parce que ça permet, je suis d'accord avec vous totalement. Un virus qui passe dans les virus avec les ordinateurs, tout ça, on sait, qui efface toute la mémoire. Mais vous savez, le fait de ne pas numériser même, de ne pas pouvoir identifier les gens, peuvent être à la cause de toute cette violence qu'on voit aujourd'hui. Ah oui, quel est le rapport, où est la corrélation entre... Quelqu'un que vous ne pouvez pas identifier, qui vit au Sénégal, qui vient, par exemple, je dis n'importe quoi, d'un autre pays, je ne vais pas citer, qui vient d'un autre pays qu'on ne peut pas identifier parce qu'on ne sait pas d'où est-ce qu'il vient. On peut toujours identifier. Comment au Sénégal? Facial. Mais ça demande quand même un système. Aujourd'hui, par exemple, en Europe, même quand vous êtes étranger, vous n'habitez pas en Europe, il suffit que vous soyez une fois dans leur base de données, ils mettent votre nom, ils mettent vos références, ils vous retrouvent. Et pour moi, ça, on n'est pas encore à ce stade. Mais quand même, on doit aller vers ça actuellement. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire en amont? Je pense que si on commence d'abord par permettre aux gens de pouvoir avoir un acte de naissance fiable, avec des gens qui sont compétents, qui vont éviter ce genre d'erreur. Parce que ce genre d'erreur cause énormément de tort. Moi, toutes les sollicitations, presque, la majorité, si je peux dire 65% des sollicitations que je reçois de personnes qui demandent de l'aide, c'est des gens qui ont eu des erreurs sur leur acte de naissance ou bien qui viennent de se rendre compte après le BFM, qui doivent faire le bac, que leur acte de naissance était un faux. J'aurais une dernière question. Est-ce que vous avez, dans votre démarche de sensibilisation, essayé d'inclure les imams, sachant que même si les enfants ne sont pas déclarés, on leur donnera un nom et ils seront baptisés ou au moins l'église. Oui, alors il faut savoir que les imams et les chefs de quartier et les chefs de village ont ce qu'on appelle le cahier du chef de village, qui doit leur permettre, parce qu'on sait que c'est ces trois-là, en fait, qui baptisent en général. Quand il y a un baptême dans un village, les trois sont souvent présents. Donc on leur donne, s'ils sont par exemple loin du centre de déclaration, de pouvoir au moins noter dans leur cahier et de recevoir un officier d'état civil à la fin du mois qui puisse venir faire, faire la mise à jour. Malheureusement, par manque de moyens, est-ce que vous pouvez imaginer qu'aujourd'hui, l'audience foraine dont je parlais, avait un budget, aujourd'hui le budget a été supprimé. Aujourd'hui, les juges, s'ils doivent se déplacer, c'est la mairie qui doit prendre en compte ou bien ils prennent de leur poche. Donc, ils ne sont plus même assez motivés pour le faire parce qu'on leur demande un travail de plus. Donc, juste pour terminer, sur le programme, d'où notre stratégie, c'est de créer une chaîne d'ambassadeurs dans les différentes régions. Et sur cette chaîne d'ambassadeurs-là, on compte sur les ambassadeurs, au niveau des ambassadeurs, d'avoir les Badjan Gor, qui ont un rôle très stratégique dans la santé de la reproduction. La deuxième chose, c'est de pouvoir, par exemple, avoir des juges qui se mettent à disponibilité, qui peuvent se mettre à disposition pour former des jeunes bénévoles
dans leur quartier pour sensibiliser. Et aussi cadrer un peu l'officier d'état civil. Exactement. Et la troisième chose qu'on essaye de voir, c'est d'essayer de voir comment les ONG peuvent souvent appuyer ce support-là de communication qui est et de sensibilisation et de formation à travers un budget. Donc nous, ce qu'on a fait tout de suite, c'est d'essayer de voir ce qu'on appelle les comités départementaux pour la protection de l'enfant, qui est une structure de l'État mise en place pour pouvoir coordonner tout ce qui est initiative relative à la protection de l'enfance, et c'est étatique. Donc c'est très facile. À travers eux, on peut facilement travailler avec l'État et essayer de voir comment on peut coordonner les actions à travers ces acteurs qui sont les chefs de village, les officiers d'état civil, les Badjanougor et juste les citoyens lambda comme moi. Parce que moi, je suis responsable chargé d'accompagnement d'entrepreneurs, c'est mon travail. L'association, c'est quelque chose que j'ai voulu mettre en place pour aider de manière citoyenne. Peut-être que d'autres personnes comme moi veulent aider dans leur communauté et qui pourraient se faire former pour avoir les capacités de le faire. Juste dernière, c'est une remarque pour vous dire que dans certains pays, ils sont allés beaucoup plus loin que la déclaration des enfants en vie. En France, en 1993, il y a une réforme qui a introduit la nécessité d'inscrire sur les registres des enfants sans vie qui n'ont pas été déclarés de leur vivant. Et donc, voilà, on n'a pas eu le temps d'aller déclarer, l'enfant disparaît. Est-ce qu'il faut faire comme si de rien n'était? Ou est-ce qu'il faut laisser quand même une trace? Parce que c'est un être humain qui est passé par là, qui n'est pas resté longtemps, mais dont il faut laisser une trace. Pour la mémoire, pour l'histoire de la famille, pour toutes ces choses-là, il est important peut-être de laisser une trace. On n'en est pas encore là, mais bon. Espérons qu'on en sera là. Essayons déjà grâce à vous, à des gens comme vous, nous essayons. Après, ce n'est pas facile. Parce qu'aujourd'hui, moi, avec mon assos, on va aller, par exemple, chercher des supports à l'extérieur. Je suis approchée par beaucoup de collèges, universités d'extérieur qui veulent mettre de l'argent pour supporter la scolarisation de certains enfants dans les écoles. Aujourd'hui, en tant qu'association, je ne peux même pas bénéficier d'une subvention qui peut me permettre, par exemple, de faire mes actions. Jusque-là, tout ce qu'on fait sont faits par nos fonds propres avec la participation de certaines personnes qui mettent de l'argent pour qu'on le fasse. C'est quoi l'obstacle? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui pose problème? Il y a énormément de choses. La première chose, c'est que vous n'êtes pas écouté. Une question de communication peut-être aussi. Oui, et la problématique de l'état civil est assez complexe. On est au Sénégal, il y a des réalités qui sont là. La question d'identité, nous savons ce qui s'y passe. Donc quand vous parlez et que vous adressez ce genre de sujet, certaines personnes ne vous écoutent pas. Il y a eu une rencontre, il n'y a pas longtemps, de l'Union européenne avec l'État sur la question de l'état civil, parce qu'il y a 18 milliards apparemment qui sont mis sur la table pour la numérisation. Lorsque j'ai demandé à être dans cette réunion-là, la personne qui m'a répondu m'a dit que c'était un cercle fermé et que pour la première fois, pour cette réunion-là, ce n'était pas ouvert. Donc comment on peut demander à la société civile de participer à la rénovation de certaines choses qui concernent directement la population si l'accès n'est pas donné aux jeunes? Et ça aussi, c'est une autre problématique. Aujourd'hui, contrairement à tous les pays du monde, la jeunesse n'est pas très écoutée. Il y a tout le temps le même cercle qui est là, qui travaille ensemble. Quand vous ne faites pas partie de ce cercle, vous ne pouvez avoir absolument rien du tout. Et c'est dommage, parce que c'est eux-mêmes qui demandent à ce que la jeunesse s'investisse. C'est ce qu'on essaye de faire. On est sorti, on est parti, on est revenu parce qu'on n'a pas plus que le Sénégal. Lorsqu'on essaye d'aider, qu'ils nous facilitent les choses, parce que ce n'est pas pour nous, c'est pour le pays. Et ça, je ne parle pas que pour moi, je parle pour toutes ces personnes qui sont là, que vous voyez sur les réseaux, qui font de leur mieux pour essayer de faire bouger les lignes et donner un exemple à d'autres jeunes qui font le contraire et qu'on ne soutienne pas. Voilà, donc ça c'est... Voilà. En tout cas, nous avons été très heureux de vous avoir sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes la présidence de l'association J'existe. Vraiment, nous vous souhaitons une très bonne continuation. Merci beaucoup. Je voulais remercier aussi mes camarades Aram Faltoun, professeur Ibrahim Ossila, remercier tous les techniciens de la RTS, remercier tous les téléspectateurs qui nous suivent tous les dimanches. À dimanche prochain, Inch'Allah.